Très bien. Bon, alors donc, les Facebookers, si vous ne pouvez pas venir sur YouTube, défendez-vous. Essayez de défendre autant que possible la deuxième partie de la conférence que je viens de relancer pour vous. Donc, je vous ai dit qui est le tragicomédien, n'est-ce pas? Le tragicomédien s'appelle Christophe Guilloux. Il a un compte Twitter. Il est ambassadeur de France à Yaoundé. Je vous invite d'ores et déjà à aller lui dire ce que vous pensez de ses saillies, de ses sorties. Il n'a pas été aussi courageux quand le pouvoir a envoyé quelques menus fretins de militants insulter abondamment la France pendant 2 jours d'affilée à Yaoundé et à Douala. Il faudrait qu'il soit effectivement un bon comédien et un bon tragicomédien pour tout le monde. Parce que même sur les planches, il faut faire preuve d'une certaine équité. Alors, c'est lui. Et je dis qu'il représente la France-Afrique. C'est quoi la France-Afrique? C'est un système politique qui a été mis en place lorsque la puissance française, sous le général de Gaulle, a tout fait pour empêcher que les véritables indépendantistes africains accèdent au pouvoir en Afrique francophone. La puissance française a tout fait pour éliminer dans tous les pays d'Afrique francophone qui étaient ses colonies ou ses territoires sous tutelle, tout le leadership indépendantiste. Elle a tout fait pour mener la guerre et écraser les mouvements d'émancipation. Dans le cas du Cameroun, elle a installé par la force des armes M. Amadou Babatoura Ahidjo, qui avait déjà, dès 1961, l'un de ses adjoints les plus proches, un certain M. Paul Barthélemy Biya Abimbondo. C'est la France qui les a installés au prix d'une guerre de plus de 20 ans, de 1955 à 1971 notamment, une guerre d'au minimum 1 million de morts. C'est la France qui les a installés. C'est un régime qui est né du sang des Camerounais. Ils ont assassiné Ruben Oumiobe, ils ont assassiné Félix Moumié, ils ont assassiné Ernest Wandier, ils ont assassiné Osende Afana, ils ont assassiné tout le leadership indépendantiste, multiethnique camerounais de l'Union des populations du Cameroun. Et ils ont pris le Cameroun par la guerre. L'armée camerounaise est née dans ces conditions. C'est une armée dont la première opération a consisté à tuer les Camerounais. Quand elle a été fondée en avril 1961, elle a été fondée au cœur de la répression organisée par la France contre les Camerounais qui voulaient que le Cameroun ait sa propre monnaie, que le Cameroun choisisse ses propres députés, lui-même, sans trucage, que le Cameroun choisisse son président de la République, que le Cameroun choisisse son orientation dans l'histoire, que le Cameroun choisisse ses relations internationales. Eh bien, cette élite a été éliminée. Mais je dis bien éliminée, physiquement par la France. Et la France s'est occupée d'accompagner ses supplétifs africains pour écraser le mouvement souverainiste indépendantiste camerounais au prix d'environ 1 million de morts. Là, la France ne s'est pas embarrassée des moyens. Ils ont utilisé le napalm, ils ont utilisé des bombes à fragmentation, ils ont utilisé la délation, ils ont utilisé la manipulation des ethnies. Ça, je vous en ai déjà parlé. Il y a un livre qui arrive là-dessus. Ils ont tout fait pour s'assurer le contrôle de quoi? Des matières premières du Cameroun, le contrôle de l'économie camerounaise, le contrôle du système de défense du Cameroun, le contrôle des relations étrangères du Cameroun, le contrôle de la monnaie du Cameroun, le contrôle des institutions du Cameroun. J'ai mis à votre disposition dans la journée une vidéo pédagogique importante. Elle s'intitule « Qui commande au Cameroun ?» Tout le monde qui s'intéresse à mon travail devrait regarder cette vidéo pour que ce soit très clair dans l'esprit de tout le monde. Donc, ce sont ces gens-là qui ont biaisé le jeu démocratique dès les années 60 au Cameroun, qui ont interdit la démocratie pour l'homme noir d'Afrique francophone. Ce sont ces gens-là. Et ces ambassadeurs représentent justement la France-Afrique. Un système mafieux entre les élites africaines corrompues, non élues, jamais élues démocratiquement par les peuples africains, et les élites de gauche et de droite de la République française qui considèrent l'Afrique comme étant un réservoir de matières premières, moins chères, voire même gratuites, pour toujours pour la France. C'est ce réseau-là qui tient l'Afrique francophone en tenaille depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle la France-Afrique. Il y a eu un beau travail de François-Xavier Verschave sur cette affaire. Je crois que le livre n'est même pas loin. Il est un peu loin. Il est quelque part ici. Je vous l'aurais montré. Ah voilà, il est là, mais je ne pourrais pas déplacer tous les livres pour vous le prendre. François-Xavier Verschave, eh bien, il faudrait lire La France-Afrique
long scandale au cœur de la République. Il faut le lire. Tout comme il faut lire le livre de recherche de Théophile Takitsar qui parle donc de la guerre cachée du Cameroun, hein, de 1955 à 1971. Ça aussi, il faut le lire. Ce sont des ouvrages documentés. C'est des ouvrages basés des archives. On ne discute pas. Quand on ouvre ça, on a l'archive. Et les archives qui ont permis d'établir tout cela sont des archives françaises. Donc, aucun homme politique français, de gauche ou de droite, ou même du centre, ou même d'extrême droite, ne peut nier que la France a organisé crimes de masse, crimes contre l'humanité, des crimes de guerre au Cameroun pour installer l'ordre politique actuel. Voilà donc lequel ordre politique c'est M. Guillou, Christophe Guillou. Et par conséquent, en fait, quand il donne l'impression d'amuser la galerie, il amuse la galerie pendant que le peuple camerounais continue de souffrir. 60 ans après la soi-disant indépendance, ce peuple ne contrôle pas sa monnaie, ce peuple ne contrôle pas complètement son armée, ce peuple ne contrôle pas ses propres institutions. C'est pas lui qui choisit son président de la République, c'est pas lui qui choisit ses députés, c'est pas lui qui choisit ses maires, c'est pas lui qui choisit ses soi-disant sénateurs. 60 ans après, ce système est encore en place. Ça amuse M. Guillou, qui, de toutes les façons, n'était pas encore né, que le peuple camerounais souffrait déjà de cette politique française en Afrique. Voici donc une jeune génération de diplomates qui n'ont aucune compassion pour les Africains. Parce que je les soupçonne de ne même pas avoir la culture nécessaire pour comprendre le passé de l'Afrique. Ils ne se sont même pas imposé la peine de comprendre de quel traumatisme, de quelle souffrance, de quelles espérances les Africains sont porteurs. Ils sont parachutés après des parcours qu'on trouvait ici dans les hautes écoles françaises ou je ne sais pas dans quel ministère. Ils sont parachutés en fonction des changements de majorité politique en Afrique et arrivés au Cameroun, et ils se mettent à l'aise. Ils se mettent à l'aise, ils se mettent à jouer les tragicomédiens, c'est-à-dire ils jouent avec le sang des Camerounais. Ils jouent avec la souffrance des Camerounais. Ils jouent avec la souveraineté des Camerounais. Ils s'amusent comme ça. Ça l'amuse. Là, il a joué depuis 2 jours là, son spectacle. Sa scène là, une scène qui manque de respecter la règle des 3 unités, si chère au théâtre classique, selon Boileau. L'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Il nous offre un théâtre baroque, une scène baroque, un film complètement baroque, alors qu'il prétend représenter la diplomatie classique française, la pureté classique française. Je vais vous démontrer que cet homme-là, ce qu'il nous a livré hier, et qu'il continue de le livrer, souffre d'un déficit fondamental. Il n'y a pas unité de temps, il n'y a pas unité de lieu, et il n'y a pas unité d'action dans ce que vous avez vu. Et il y a des Camerounais qui sont là, ouais, vraiment, le type là, il n'a rien prouvé hier. Je dis bien qu'il n'a rien prouvé. Et il faut que vous arrêtiez de vous laisser impressionner par les spectacles, par les rituels de sorcellerie des dictatures france-africaines. J'ai donné une conférence dessus, j'ai expliqué les rituels. Et voilà un exercice d'application qui vient sous vos yeux. Certains d'entre vous ne vont même pas regarder la conférence sur les rituels pour voir que, oui, c'est ce que le prof avait appelé le rituel de fantomalisation. C'est ça qu'on est en train de vivre. Très peu de gens ont été capables de m'écrire ça. Prof, tu nous as expliqué. Bon, donc, je suis obligé de faire cette longue introduction pour que tout le monde sache qui est M. Guy et pour que tout le monde aille sur son compte Twitter lui dire ce que les Camerounais du monde entier pensent. Dites-lui tout ce que vous pensez. Et si vous allez sur son compte Twitter actuellement, vous allez voir ce que je lui ai dit. J'ai publié sur ma page ce que moi je lui ai dit. Le monde est vrai. On ne vit pas 2 fois sur cette terre. Si vous ne vivez pas libre maintenant, vous ne serez jamais libre. Si vous attendez toujours pour être libre, on va attendre quand ça ne changera pas. Le changement, c'est vous. C'est en vous. Donc, quand il y a un homme comme ça qui manque de respect à un peuple, nous avons les moyens formidables que nous avons les réseaux sociaux, mais à l'assaut. Ça, la page de cet individu-là. Montez sur son compte Facebook, tous les réseaux de l'ambassade de France. Dites tout ce que vous pensez. Ils ont des numéros de téléphone. Appelez là-bas, parlez. 25 millions de Camerounais, 3-4 millions dans la diaspora, ils vont nous faire quoi? Ils vont nous tuer tous. Est-ce qu'ils ont d'abord fini, comme nous tous là, d'échapper au Covid-19 pour nous tuer tous? Maintenant, la mort est démocratique sur la terre. Vous créez quoi?
Ça va, sauf que vous trouvez, si vous pensez que cacher, tu vas te cacher où maintenant? Sur cette terre-là, tu vas te cacher où? Sois libre, mon frère. Sois libre, ma soeur. Arrête de la liberté crédit. Vous n'avez pas un bon de liberté? Ouais, donnez-moi pour 500. Je n'ai pas la liberté de 500. Je peux rembourser en 4 fois. La liberté, il n'y a pas de bon dedans. Elle s'arrache. Et toi qui m'écoutes là, tu dois être libre tout de suite. Tu ne dois pas être libre demain. Je ne te propose d'être libre demain, dans 3 ans. Non, maintenant, maintenant. Now, not tomorrow. Bon, donc ça, c'est l'introduction. Tout le monde connaît Christophe Guilloux. Et je conclue en disant que chacun d'entre vous doit exprimer sa colère à Christophe Guilloux. Et je vais vous dire sur quelle cette colère s'exprimer. Ne vous contentez pas de moi. Ne vous contentez pas des actions menées par le président élu, le professeur Maurice Kamto. Menez des actions. C'est quoi la liberté? C'est de mener des actions. Vous n'avez même pas besoin de me dire. Menez des actions. Il faut qu'ils sentent que le peuple est vivant. Menez les actions. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise. Menez les actions. Mince. Et chacun d'entre nous peut agir. Chacun d'entre nous tire à son niveau. Chacun d'entre nous peut agir. Bon, il y en a qui me demandent le lien YouTube sur Facebook. Je vais le leur donner. Permettez-moi simplement de prendre le lien sur YouTube pour leur donner, parce qu'ils ne parviennent pas à le retrouver. Ok, je prends ça. Accordez 2 secondes pour donner à nos amis restés sur... ok, quand ça vient, je vous le donnerai. Okay, alors, quand ça viendra, je vous le donnerai. Alors, il est ici. Alors, il est ici. Très bien, amis, je vous mets le lien ici. Comme ça, on va pouvoir continuer notre travail. Voilà. Vous ne vous contentez pas de moi. Voilà. 59 personnes sur Facebook. Je vous ai donc mis le lien. Je vous ai mis le lien sur la page, la deuxième partie Facebook en direct. Donc, du coup, ceux d'entre eux qui veulent venir sur YouTube, venez sur YouTube. Vous avez le lien. D'accord? Ah bien, on continue. Vous m'avez tellement inspiré par tous les messages que j'ai reçus, les attitudes que j'ai observées, que vous voyez, je viens de faire seulement l'introduction de la conférence. Bon, il y en a qui disent, ah, le prof est trop long. Ça fait quoi? Si je suis long, est-ce que mon peuple est rapide à comprendre? Je recommence. Il y en a qui disent, ah, le prof, tu es trop long. C'est vrai. Mais si je suis trop long, est-ce que mon peuple est rapide à comprendre? Où as-tu vu un éducateur qui n'a pas la patience de la répétition, de l'approfondissement, diversification des exemples? C'est tout un art. Et moi, ça, c'est mon travail. C'est ce que je sais faire. Laissez mon peuple. Ceux qui ne peuvent pas tenir 1h30, ils laissent. Ceux qui peuvent, vous viendrez après. Hein, vous allez écouter après. C'est pas grave. On va couper ça en petits morceaux. Il y a des amis à travers le monde là. Ils coupent en petits morceaux. Ils vont vous donner. Laissez-moi parler à mon peuple. Laissez-moi parler aux Africains. Laissez-moi parler au peuple camerounais. Parce que ce peuple a besoin qu'on lui parle, qu'on le comprenne, qu'on l'écoute pour l'éveiller. Que ce peuple va faire la clé. Je dis que quand je rentrerai au Cameroun, un million de ce peuple sera dans les rues. Ce peuple va accomplir un miracle. Le monde entier se moque encore de nous. On a vu qu'il collait ces 48 heures. Il est avec le peuple camerounais. Quand ce peuple va entièrement assumer ses devoirs, la tragicomédie dont on parle, c'est ici. Alors, première partie de cette conférence. Je voudrais commencer à rappeler mes positions depuis la disparition de Biya. J'ai dit que la première partie de cette conférence consiste à rappeler les positions que j'ai défendues depuis la disparition de Biya. D'abord, il y a un mot, le disparition. Il y a des gens qui ont des problèmes de français. Hein. Quand quelqu'un disparaît, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Ça ne veut pas non plus dire vivant. Ça veut dire qu'on ne sait pas où il est. Je recommence. Le mot
disparition en français ne correspond pas nécessairement au mot mort. Quand on dit que quelqu'un est porté disparu, c'est qu'on ne sait pas où il se trouve. Et comme on ne sait pas où il se trouve, comme on ne le voit pas et comme on ne l'entend pas, on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il est mort vivant ou s'il est entre la vie et la mort. Claro? Est-ce que c'est clair? Don't hear me fine? Depuis début mars, Paul Biya est porté disparu. Je recommence. Depuis début mars, Paul Biya est porté disparu. C'est-à-dire que les Camerounais et les observateurs internationaux, dans toute diversité, doués de bonne volonté et de bonne foi, ne peuvent pas certifier qu'ils savent s'il est mort, s'il est vivant ou s'il est entre la vie et la mort. C'est ce que moi, Nyamsiwa Cameroun, j'ai affirmé. Et je mets aussi de trouver une seule vidéo ou un seul tweet dans lequel moi, Franklin Nyamsi, j'aurais annoncé la mort de Paul Biya. Jamais. Bon. Ça, c'est la première chose. J'ai dit que c'était un président disparu. Et vous savez que je suis un artiste des mots, non? Je suis un orfèvre des mots. Quand le président Maurice Kamto utilise une expression, quand moi, j'utilise une expression, il ne faut pas penser que c'est sorti comme ça de la bouche de quelqu'un au marché central. Ce n'est pas une expression du marché central. Hein. Ce n'est pas sorti en Kololoun. Hein. Ce n'est pas sorti chez moi à Kondi Bassaba, au marché de Boumléré, le marché de la Canopée, en tradition pure. Ce n'est là-bas c'est sorti. C'est sorti d'un cerveau qui pense. Ce n'est pas sorti d'une pensée, hein. D'un cerveau qui pense. Et culture du sujet qu'il aborde. Pour reprendre ici une belle métaphore du président Kamto, c'est sorti de la bouche d'un cerveau qui a la compétence de sa compétence. C'est sorti de la bouche d'un cerveau qui a la compétence de sa compétence. On a donc rien mis. J'ai dit, je maintiens que depuis début mars, Paul Biya est porté disparu. Le peuple camerounais n'a pas eu l'occasion de le voir. On n'a pas vu Paul Biya avec le gouvernement du Cameroun. On ne l'a pas vu avec le Premier ministre. On ne l'a pas vu avec les ministres camerounais. On n'a pas vu avec eux. Aucune autorité camerounaise n'a été en compagnie de Paul Biya depuis début mars. Donc, moi, j'ai dit que dans cette situation, il fallait constater que Paul Biya, non pas simplement en cette année 2020, depuis plusieurs années, Paul Biya a en fait montré son incapacité à assumer les fonctions de chef de l'État. Pour moi, ce n'est même pas aujourd'hui que la défaillance, l'impotence, l'incapacité de Biya à assumer les fonctions de président de la République sont pour moi évidentes. Si vous remontez dans toutes les conférences que j'ai données sur Biya depuis longtemps, c'est moi qui ai utilisé, je crois, l'un des en tout premier, l'idée selon laquelle Paul Biya était un personnage manutentionné et télécommandé. Je recommence. Parce que vous comprenez pourquoi parfois je place un mot rare. C'est pour que tout le monde s'en souvienne. Vous êtes là, vous êtes mes témoins. C'est moi qui vous ai dit que depuis très longtemps, Paul Biya est un personnage manutentionné et télécommandé. Manutentionné, comme on a vu quand sa femme utilise ses mains à saluer les gens, et que lui, il est perdu dans la foule. Là, il ne sait plus quelle est l'étape du protocole. Télécommandé plusieurs fois, puisque quand il faut qu'il se retire, par exemple, dans ce palais de l'unité où il vit depuis 1982 et où il a travaillé sous Aïdjo comme Premier ministre et comme secrétaire général de la présidence, si je ne m'abuse, Biya se retrouve perdu. Il faut quitter l'une des pièces du palais pour aller dans ses appartements privés. Ces scènes ont été vues. On a vu Biya perdre l'urine en direct lors du défilé du 20 mai. Il a pissé sur son fauteuil et sa femme a remplacé le fauteuil par son propre coussin à elle. Donc, on a vu Biya à Paris, incapable de s'exprimer même pendant 2 minutes dans l'une des langues officielles du pays, perdu complètement, décalé. Et moi, il y a longtemps que j'ai constaté la défaillance
de M. Paul Biya comme président de la République. Il y a longtemps que moi, je suis partisan qu'on constate et qu'on constate sa vacance et que ça a été les travaux de récupération de la souveraineté camerounaise. Donc, je n'ai rien dit de nouveau. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui se sont imputés pour annoncer la mort de Biya. J'ai dit qu'il a disparu. Et je mets, nous sommes aujourd'hui quand? Le 17 avril 2020. J'ai dit Paul Biya est toujours porté disparu. Et je vais vous donner les éléments qui me permettent de le dire. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire quelque chose pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là non plus pour déplaire à quelqu'un. Je dis, je pense ce qu'il veut penser de ce que j'ai dit et de ce que j'ai pensé. C'est ça la liberté. Il faut dire ce que vous pensez, hein. Et chacun n'a qu'à penser ce qu'il pense de ce que vous pensez. Il faut dire ce que vous pensez. Et chacun dit ce qu'il veut dire de ce que vous pensez. This is freedom. Anne-Marie Nzié chantait liberté, liberté, elle ne savait pas ce que c'est. Nous, on sait ce que c'est. Donc, on est là pour l'expliquer au peuple. Deuxièmement, j'ai toujours affirmé que parmi les rituels de sorcellerie de Paul Biya à la tête du Cameroun, il fallait se méfier d'un rituel particulier qui s'appelle le rituel de fantomalisation. Quand j'ai introduit le mot fantomalisation, les gens n'ont pas compris pourquoi. Ils savaient qu'un jour, on allait se souvenir de ce mot-là, que c'est moi qui avais dit. Je ne suis pas sûr que vous ayez entendu ça ailleurs. Biya pratique un rituel. J'ai décrit beaucoup de rituels. 5 ou 6 rituels. Mais parmi ces rituels-là, retrouvez la conférence. Hein, elle est disponible sur YouTube, disponible sur Facebook. Il y a à peine un mois que je l'ai donné. Les rituels, les grands rituels de sorcellerie de Paul Biya. Parmi ces rituels, j'ai décrit le rituel de fantomalisation. Au lieu que les gens me disent, oui, grand prof, tu nous as décrit ça, voilà ça qu'on voit. C'est quoi la fantomalisation? Quand Biya est en danger, plusieurs fois, il l'a fait. Il organise sa disparition. Un, pour piéger ses propres ministres, pour voir qui d'entre eux a des velléités de le remplacer à temps. C'est comme ça qu'il a attrapé les gens du G11. La bande des Mebengo, Mebarak, tout ça. C'est comme ça qu'il les a attrapés, il les a foutus en prison. Il avait disparu comme ça. Ce n'est pas la première disparition. Il avait disparu comme ça. Les gars là sont tombés dans le tchouki. Ils sont tombés dans le piège. Il les a pris. Dès son retour, parce que quand il fait semblant de disparaître, il met des radars pour voir comment se comportent ceux qui croient que est mort ou bien dans le coma, etc. Je vous avais parlé de ce rituel. Et puis, quand il est en difficulté, le fait qu'il disparaisse, la fantomalisation consiste à créer un besoin, un désir de sa présence. C'est-à-dire faire qu'à un moment donné, les Camerounais demandent, il est où? Il fait quoi, non? Il vient quand? Il va sortir. Ce qui fait que quand il revient, en fait, l'énergie que les Camerounais ont mise à le chercher, c'est ça qui donne sa légitimité pour durer encore quelques mois ou quelques années. J'ai expliqué ça, j'ai dit c'est la fantomalisation, c'est-à-dire que Biya essaye d'imposer aux Camerounais l'idée que lui, il fait partie des gens qui ne sont ni morts ni vivants. Il appartient au monde de ceux qui sont ici-bas et au monde de ceux qui sont au-delà. Et vous savez que quelqu'un qui n'est ni mort ni vivant, quelqu'un qui appartient aux deux mondes est quelqu'un d'effrayant. C'est un fantôme. Dites-moi très sérieusement, vous êtes là, chacun dans votre maison. Si un de vos oncles qui est mort il y a 10 ans frappe à la porte, là maintenant, est-ce que vous n'allez pas tressaillir? Vous allez ouvrir les bras pour dire, ah, mon oncle, tu es de retour. Tu étais mort il y a 10 ans. Qui doit faire ça? Vous avez un frère même, frère même de même père et mère. S'il est mort il y a 10 ans, s'il frappe à la porte là où vous êtes assis là, et moi, vous allez ouvrir facilement? Personne ne va ouvrir facilement. Parce que nous sommes dans le monde des vivants, nous ne sommes pas dans le monde des morts. Or, quelqu'un qui a cette faculté de jouer, à appartenir aux deux mondes, il a un côté effrayant et mystérieux. Et c'est ça que je vous ai expliqué il y a un mois. Même pas un mois, hein, 3 semaines, dans une conférence, les grands rituels de sorcellerie de Paul Biya. J'avais expliqué ça. Et j'avais dit aux Camerounais, arrêtez de regarder Paul Biya comme il est tantôt parmi les morts, tantôt parmi les vivants. Paul Biya n'est que dans 2 positions possibles. Soit il est mort, soit il est vivant. Et je suis allé plus loin. Et je rappelle la 3e idée. J'ai toujours affirmé que la mort ou la vie de l'individu Paul Biya ne m'intéresse pas. Je recommence. Moi, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, regardez toutes mes conférences. J'ai toujours affirmé que la mort de l'individu Paul Biya ou sa vie ne m'intéresse pas.
Ce qui, moi, m'intéresse, c'est la fin de la dictature de Biya. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est la fin du système néocolonial. Je l'ai démontré. Et je mets qui que ce soit de trouver une vidéo de moi, une communication de moi, où moi, je serais un annonceur de la mort. Est-ce que l'annonce de la mort de Biya est un événement? Pas. Si c'est un événement pour vous, c'est que vous avez un problème. Vous ne vous êtes pas délivré du rituel de fantomalisation. Un vieillard de 86 ans, 87 ans, s'il meurt là, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Moi, mon père, plus jeune que lui, il est déjà parti. Mon père est parti à 15 ans. Si Paul Biya a 86 ans, 87 ans, il passe l'arme à gauche. C'est un événement de quel point de vue? Il a eu une longue vie. Chanda Tome l'appelait son père, son patriarche, son grand-père. Peut-être même que Chanda Tome va aller être parmi ceux qui vont laver le mort. Donc, l'événement de la vie ou de la mort de Biya ne m'intéresse pas. Et pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que la mort ou la vie de chaque Camerounais, mon ami et camarade Jacques Tiwa, que les troupes de Biya ont assassiné en Dokoti, en fin février 2008, sa vie ou sa mort n'intéresse pas Biya. Les 12 000 Camerounais qui ont été massacrés au Cameroun anglophone depuis 3 ans, leur vie ou leur mort n'intéresse pas Biya. Pourquoi moi, la vie personnelle de Biya ou sa mort devrait m'intéresser? C'est quelqu'un qui a montré collectivement et individuellement aux Camerounais qui ne s'intéressent pas à chacune de leurs vies. A contrario, quand vous écoutez le président Kamto, il veille dans tous ses discours à dire à chaque Camerounais qu'il n'y a pas une seule vie qui ne lui soit pas précieuse. Biya n'a jamais dit cette phrase-là. Quand le doyen Albert Nzonga dit que ce type-là est un démon, quelqu'un qui ne va jamais à l'enterrement de ses amis, quelqu'un qui n'accompagne pas ses amis à leur dernière demeure quand il en a l'occasion. Les militaires meurent. Ses services fabriquent une fausse image de lui en train de leur donner une médaille. Voilà des choses qui nous ont déjà prédisposés à dire de toutes les images qui peuvent sortir de cette présidence. Est-ce que c'est la première fois que cette présidence-là vous montre des fausses images de Biya? Pour que vous soyez là, dès qu'on vous montre des images, on l'a vu. Prof, c'est la première fois. Donc, j'ai toujours affirmé que la mort ou la vie de l'individu Biya ne m'intéresse pas. Parce que l'individu Biya n'est jamais intéressé à ma vie ou à ma mort. À la vie ou à la mort d'un des miens. À la vie ou à la mort d'un Camerounais quelconque. Les Camerounais meurent dans la Méditerranée, ils meurent dans la Sahara. Les Camerounais meurent à la frontière américano-mexicaine. Ce n'est pas le problème de Paul Biya. Les Camerounais meurent en France, en Allemagne, en Italie, au Yémen. Ils meurent partout. Paul Biya s'en fout, comme de l'an 40. Et vous voulez vous inquiéter de sa mort, vous occuper de sa mort? On dit qu'il ne faut pas être méchant, mais on n'a pas dit qu'il faut être bête. Est-ce que Paul Biya va, si Paul Biya meurt là, il manque d'argent pour être enterré? Il manque de gens pour creuser sa tombe? Est-ce que Paul Biya manque de gens pour porter son cercueil? Vous avez vu comment il s'est occupé de la mort de son prédécesseur qui lui a donné transmis le pouvoir de la France-Afrique au Cameroun? Vous avez vu comment il s'est occupé de son prédécesseur Amadou Ahidjo? Le corps d'Amadou Ahidjo est où? À Dakar. Depuis 1989. Biya n'a pas voulu donner des obsèques nationales à l'homme qui a démissionné pour lui transmettre le pouvoir dans le cadre de la France-Afrique. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous dérangent ces derniers temps. Ils veulent réhabiliter Ahidjo à tout prix. Non, il n'y a pas de réhabilitation d'Ahidjo comme démocrate. Et si vous osez dire qu'il est patriote, vous voulez dire que ceux qui ont assassiné, ceux qui voulaient que le Cameroun soit souverain, et maintenant que ce sont des patriotes. C'est ça le patriotisme. Dernier égoïste, là, arrêtez de nous empurer la médiation avec vos tentatives de récupération. Ce n'est pas parce qu'on est dans une lutte contre Biya qu'on va ignorer le patron de Biya, son formateur, entre autres. Après la France, c'est Ahidjo. Et c'est même lui qui l'a choisi en disant que parmi tous les moumous qui sont autour de moi, là, celui-ci c'est le plus moumou. C'est mieux que je le prenne parce qu'il va protéger mes arrières. Il s'est trompé, il avait affaire à l'un de ses plus hypocrites collaborateurs. Et de toutes les façons, la France avait déjà choisi Biya. On n'avait pas le choix. On lui a dit, c'est nous qui t'avons mis là. Maintenant, tu quittes parce que nous décrétons que tu es gravement malade et on va mettre quelqu'un d'autre. Ils ont mis quelqu'un d'autre.
David Dacko est devenu président en République centrafricaine comment? On l'a ramassé en France, on l'a mis dans un transal, un avion français. On a rédigé le discours qu'on a donné. On est arrivé à Bangui, ils lui ont dit lis. Il a lu. On a dit bon, tu es pas. Ce n'est pas la première fois. Et Biya, c'est des présidents de transal. Et ce Biya a été élu. Biya n'a jamais été élu. Ayidjo a été élu. Il était en concurrence avec qui? Il a été élu. Biya même a accepté la concurrence de qui? Chaque fois qu'il a eu des concurrents, il a renié les résultats. Puisque chaque fois qu'il y a un concurrent, il perd. En 92, Frunzi l'a battu. Il a renié. En 2018, Kamto l'a battu. Il a renié. Donc, vous voulez un type comme ça, vous faites de sa vie et de sa mort personnelle un problème. Pourquoi? Pourquoi ça devient le sujet qui nous intéresse? Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse et ce qui m'a toujours intéressé, c'est la fin de la dictature, la fin du système néocolonial franco-camerounais. Voilà ce qui, moi, m'intéresse. Voilà le fond du problème. Il ne faut pas confondre Biya, le régime Biya, le système Biya. Parce que le régime Biya s'installe à l'intérieur d'un système. Le système Biya, c'est la France-Afrique. Le régime Biya, c'est une sélection de Camerounais corrompus par la France-Afrique. Et puis des gens qui se soumettent à eux. Soit parce qu'ils ont peur, ils sont terrorisés, soit parce qu'ils sont ignorants, soit parce qu'ils sont pauvres et que c'est pour manger, pour survivre, se soumettre. Voilà le système. Donc, moi, Franklin Nyamsi, je n'ai jamais dit que Biya était mort, ni qu'il était vivant. J'ai dit qu'il a disparu. Et j'ai dit qu'il ne fallait pas tomber dans son piège, se mettre à courir derrière. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant? Ouais, non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est comment faire, dans les deux cas, qu'il soit vivant ou mort, comment faire pour récupérer notre souveraineté. Voilà pourquoi j'appelle, et c'est le dernier point de rappel, je soutiens avec le président élu Maurice Kamto qu'il y a défaillance du pouvoir. Et la défaillance du pouvoir ne date pas de ce mois de mars. La défaillance du pouvoir date d'il y a très longtemps. Cette défaillance aurait dû le centre du combat de l'opposition politique depuis plusieurs années. Au moins certains comme nous avaient été écoutés plus tôt. Puis moi, j'avais écrit dans ce livre-là, je vous le montre encore, un livre que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas. Je l'ai publié en 2014. J'avais déjà écrit un chapitre entier sur ce problème. Donc, parfois, les gens me donnent l'impression que bon, ce que je leur dis là, ils n'avaient jamais entendu. Le chapitre 6 de ce livre, il s'intitule « L'étrange mortalité des chefs d'État néocoloniaux ». L'étrange mortalité des chefs d'État néocoloniaux. J'avais déjà dit que ce n'était pas le fait que les chefs d'État là meurent ou vivent qui est un problème. C'est le fait que quand ils meurent, ils ont tendance à se ressusciter à travers un double qui fait exactement, voire pire que. J'avais déjà expliqué ça dans ce livre-là. Et je disais qu'il fallait une hausse de mortalité des dictatures. C'est-à-dire, il faudrait. Les dictateurs sont mortels, mais pas. Les dictatures peuvent ne pas l'être. Et je disais dans ce livre que le plus important, c'est d'augmenter la mortalité des dictatures, pas la mortalité des dictateurs. Parce que si on se contente d'attendre qu'un dictateur meure, eh bien souvent un dictateur laisse un dictateur à sa place. Et donc, il faut privilégier la lutte pour la mortalité des dictatures. Et je disais ici, car la mortalité des dictatures augmente avec la puissance de la justice sur tous et baisse quand certains demeurent plus égaux entre eux que les autres. C'est de cet équilibre que naîtront des sociétés proprement modernes, c'est-à-dire capables de se critiquer et de s'inventer librement et raisonnablement elles-mêmes, efficacement, en produisant des individus autonomes. Ça, je l'ai écrit dans mon livre 2014. L'article, quant à lui, il datait de 2002. Donc, il y a des gens qui se pavanent sur Facebook, sur les réseaux sociaux, avec mon pauvre nom, pour dire que Nyamsi est en train de passer de sales moments depuis qu'il a appris que Paul Biya est vivant. Ouais, Nyamsi, le pauvre Nyamsi, il s'est discrédité. Ce sont des tumbou faptalés, comme on dit au quartier. C'est des gens, j'aimerais juste prendre Damien pour leur donner 20-0 et leur montrer que même vraiment, même au Ludo même, je peux commander les chaînes tellement ils sont bêtes, ceux qui m'attribuent ce genre de position. Alors, c'est très facile
d'attribuer ce genre de position aux gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, le régime veut nous imposer le rituel de fantomalisation. Et là, je conclue la première partie de cette conférence. Sachez que le régime, avec ce petit jeu que vous avez vu ces 48 dernières heures, veut nous imposer un rituel favori, la formalisation. D'ailleurs, vous allez voir que certaines expressions utilisent le nouveau directeur de la communication de Paul Biya, à savoir le tragicomédien, ambassadeur Christophe Guillou, appelé désormais le tragicomédien, ambassadeur français. Cet individu-là a surgi un mot dans une phrase d'ailleurs remplie de fautes de français, ce qui est terrible pour un diplomate français. Je ne sais pas où il a été formé. Il écrit comme un chicard, comme un canard. Et donc, ce type-là a dit que Paul Biya a fait une apparition. Apparition. Est-ce que vous voyez la teneur mystique, magique, religieuse du mot apparition? Jésus fit une apparition. 3 jours après sa mort, il est apparu devant Marie, Madeleine et certains apôtres. Eh bien, Christophe Guillou est chargé de nous faire croire que Biya aussi a fait une apparition. Attention, de très longue date, il y a l'histoire des apparitions de la Vierge Marie. En Simalène, par exemple, on dit que la Vierge Marie était apparue. Il y a d'ailleurs un sanctuaire de la Vierge Marie en Simalène depuis lors. Et ce tragicomédien de Christophe Guillou, qui ne sait pas que les veilleurs de la société camerounaise sont plus que jamais au travail, il vient utiliser un concept pour noyer les populations. Et il a fait une apparition. Ah bon, d'accord. Donc, ce type-là, désormais, il est le Saint-Esprit incarné. C'est un ressuscité. C'est Lazare. Lazare sortant de sa tombe. C'est Jésus-Christ qui va dans sa tombe et qui ressort 3 jours après. Ce type, qu'est-ce qu'il est finalement pour que on ne laisse pas soit être mort, soit être vivant quelque temps qu'on dérange les Camerounais avec ça. Et sa mort ou sa vie n'intéresse pas les Camerounais. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est leur liberté, leur dignité, leur prospérité, leur sécurité. Et là, à court terme, leur santé. C'est ça qui intéresse les Camerounais. Combien de Camerounais seraient prêts à se suicider pour sauver Paul Biya? Sur 25 millions. Vous pensez? Vous pensez qu'il y a 1 million de Camerounais qui seraient prêts à se suicider pour sauver Paul Biya? Un vieillard de 86 ans. Mais c'est complètement absurde. Quel Camerounais sérieux peut considérer que Paul Biya représente l'avenir pour que ce type-là, il veuille vraiment la conduire dans la tombe? Donc, je suis avec le président Maurice Kamto depuis longtemps qu'il y a défaillance du pouvoir et je soutiens, moi, beaucoup plus longtemps qu'il y a vacance du pouvoir présidentiel au Cameroun parce que sous couvert de Biya, en fait, c'est un groupe de clans qui est gouverné ce pays depuis plusieurs années. Dans ma prochaine conférence, je vais m'attacher à vous expliquer ça. Dans la conférence de 36 minutes que j'ai mise à votre disposition, j'ai juste expliqué que c'est l'institution qui aspire les pouvoirs au Cameroun, c'est la présidence de la République. Ça, je l'ai expliqué clairement. Tout le monde doit pouvoir le comprendre. Mais maintenant, je vais entrer dans le disque dur de cette présidence de la République pour montrer que des clans combattent. Et ce qu'on appelle les actes de Paul Biya, c'est en réalité des actes de plusieurs personnes qui sont elles-mêmes en conflit et en compétition, en lutte pour pouvoir succéder à Biya. Voilà pourquoi vous avez vu ces derniers temps des fausses signatures. Voilà, vous avez vu ces derniers temps des faux décrets. Voilà pourquoi vous avez vu ces derniers temps tantôt la signature sous forme de tampon, tantôt la signature sous forme de copier-coller. Il y a des clans qui sont en train de se battre. Paul Biya, en réalité, il est une légion. Il y a beaucoup d'esprits qui habitent son nom. Je recommence. Paul Biya, c'est une légion. Une fois que le Christ était en train de chasser des esprits dans une personne possédée, le Christ ordonne à l'esprit diabolique qui possédait cette personne de donner son nom. Et la personne répond, la personne qui possédait le malade dit, je suis légion. C'est-à-dire, nous sommes nombreux. Vous savez, où il y a un démon, il y a toujours des gens qui viennent aussi s'installer avec lui. Les démons travaillent en équipe. Donc, le nom Paul Biya, c'est le nom d'une légion. Et c'est cette légion qu'il faut combattre. Paul Biya, ce vieillard sénile, grabataire, qui ne peut pas, même s'il est vivant, qui ne peut plus aujourd'hui exercer de fonctions politiques administratives normales, ce vieillard manutentionné et télécommandé. Vous le croisez dans la rue, vous avez peur de lui. Est-ce que la gifle de Paul Biya peut faire mal? Même à un enfant, même à un bébé d'un mois, sa gifle peut vraiment faire mal? Non.
C'est parce que Biya est légion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent le nom Biya, son nom là, Biya, c'est en fait le titre d'un groupe d'individus qui se combattent entre eux. Vous savez, les démons sont comme ça. Ils se battent entre eux. Ils se battent aussi pour usurper le nom du type, prendre sa place, devenir calife à la place du calife. Voilà pourquoi vous voyez que les actes qui sont supposés être posés par la présidence de la République sont contradictoires. Un coup, ça sort de ce côté. Un coup, ça sort là-bas. Le même qui a fait ça. Un petit exemple. Vous avez vu la série de tweets publiés en hommage aux grands morts. Quand Victor Fotso, le milliardaire, homme d'affaires, membre du RDPC est mort, vous avez vu ce que les services de la présidence ont publié? Ça fait partie des démons qui habitent le nom de Biya. Ils ont publié ça sous le nom de Biya. Il est à parier que Biya n'est pas au courant de tout ça. Vous avez vu l'hommage à Manu Dibango? Manu Dibango réduit par le service de communication de Biya, écrivant pour Biya, réduit au statut de héros des Sawa qu'il aimait. Il n'aimait pas le Cameroun, hein. Il n'aimait pas l'Afrique, il n'aimait pas la musique, il n'aimait pas l'art, non, il aimait les Sawa. Donc on leur dit, ouais, Asia, vous avez perdu. Sinon, nous on est là. Nos héros sont encore là. En tout cas, nous on n'a rien. Tout ça vous montre que Paul Biya, en réalité, ce n'est pas une personne. Paul Biya, c'est une légende. C'est une personne habitée par plusieurs esprits. C'est-à-dire des personnes qui sont en conflit et qui s'arrachent le nom du vieillard bataire. Un vieillard qui est, comme vous le savez, nécessairement davantage près du tombeau que du berceau. Vous voyez encore Paul Biya en train de têter sa maman. 86 ans. Non. La photo finish de Paul Biya, c'est Paul Biya mort. Mais Paul Biya lui-même le sait. Donc ce n'est pas un problème, ça. Le problème, c'est que ce nom, Paul Biya, est habité par une foultitude, une multitude, une légion d'individus reptiliens, ténébreux, cancrelateux. Ils sont derrière. Et chacun fait des trucs qui ressemblent à des biaïsmes, mais en réalité, des trucs qui sont biaïoïdes, biaïsants, parfois même biaubes, des qui sont parfois biapètes ou biafuges. Il y a une polyphonie de ce personnage qu'on vous affiche, le président Biya. Non, ils sont nombreux. Il suffit que je vous donne quelques noms. Un coup, c'est Ngongo qui sort et qui fait un truc. Un coup, c'est Voyolo qui sort et qui fait un truc. Un coup, c'est Chantal Biya qui sort et qui fait un truc. Un coup, c'est Franck Biya qui sort et qui fait un truc. Un coup, c'est le fils, comment on appelle, l'enfant de dehors, là, qui bavardait beaucoup. Là. J'espère qu'il est sorti de prison. Du moins, où qu'il soit. Baon, là, un coup, c'est lui qui sort. Un coup, c'est un des neveux de Biya qui sort. Ah, non, c'est Bonivan qui a parlé. Biya, c'est qui? C'est une légion. Et donc, le peuple camerounais doit s'intéresser à combattre la légion. La légion qui est derrière. C'est-à-dire le système. C'est le système qui doit tomber. C'est le régime qui doit tomber. Biya, ce n'est pas un problème. Il n'est vraiment pas un problème. Le problème, c'est l'opérationnalité de son régime et de son système. De telle façon que si ce régime n'est pas rendu non opérationnel, si ce système n'est pas rendu dysfonctionnel, il va fabriquer un Biya bis et mieux encore, Biya pire. Et ainsi, vous aurez en réalité le retour du fantôme à travers l'un de ceux qui l'ont habité. Et voilà la première partie de cette conférence. Je crois que je vous ai assez rappelé mes positions. Moi, je n'ai jamais été dans le débat de je viens vous informer sur Biya est mort. Je m'en fous. Même si j'avais les preuves que Biya est mort, je ne vous le dirais pas. Je ne veux pas être celui qui va annoncer sa mort. Je ne veux même pas être celui qui va annoncer sa mort, parce que sa mort est pour moi un non-événement. Le seul événement important pour moi, c'est la récupération de la souveraineté du peuple camerounais. Bon, maintenant, deuxième partie. Et cette deuxième partie est consacrée à monsieur Christophe Guillou. Monsieur Christophe Guillou a été affecté récemment en remplacement d'un ambassadeur qui s'appelait, je pense, Thibault, et qui est parti très tôt. Quand on voyait un ambassadeur de France qui est très tôt comme ça, il n'a pas fonctionné dans le système de la France. Il a dû faire un faux pas.
Et on l'a accusé. Dans leur système, là, ils s'accusent. Et l'accusation a dû remonter en haut lieu. Et Emmanuel Macron, l'actuel patron de la France-Afrique, a retiré le joueur. Il a retiré l'acteur. Voici que nous arrive donc un certain monsieur Guillaume. Alors, lui appartient à une lignée camerounaise importante. C'est la lignée des ambassadeurs de ce Cameroun. Je vous fais voir que les ambassadeurs partout en Afrique francophone, pendant toute la période qui va de 1960 jusqu'aux années 2000, et même dans certains cas jusqu'à aujourd'hui, se sont toujours comportés comme s'ils avaient été désignés en réalité régents des républiques d'Afrique francophone. C'est-à-dire que les ambassadeurs de France en Afrique savent que dans les pays anciennes colonies ou anciens territoires sous tutelle française, les présidents ont été placés par la France. Donc quand ils arrivent, ils savent qu'ils ont un pouvoir sur le président. Donc le président est un vassal. Et eux, ils sont des gens, c'est-à-dire qu'ils sont représentants de la volonté du président de la République française. Par conséquent, dans tous les actes que les présidents qui ont été imposés par la France doivent prendre, ils s'en vont prendre des instructions auprès de l'ambassadeur de la République française dans leur pays. Voilà comment dans des pays comme la Côte d'Ivoire, il y avait même un couloir, un souterrain entre la résidence du président de Côte d'Ivoire et la résidence de l'ambassadeur de France. Dès que, il s'en va prendre des conseils là-bas, ou alors même s'il faut, il se cache là-bas. Cet ambassadeur est hérité de cette mentalité. La mentalité des ambassadeurs de France en Afrique francophone, c'est voir qu'ils sont les représentants, non pas simplement du président de la République française, mais ils sont les régents des républiques anciennes colonies françaises d'Afrique. Et ils se comportent comme tels. Alors que l'âge relativement moins élevé de ce monsieur Guillou aurait pu permettre d'espérer qu'il soit d'un style autre, manifestement non, il appartient à cette tradition. Il est venu se fondre dans ce moule des ambassadeurs de France qui se comportent comme des régents des Africains. Je tiens à vous faire remarquer qu'au Cameroun, il y a une histoire de complicité et de connivence intime de longue date entre des ambassadeurs de France au Cameroun et la présidence de la République du Cameroun. Je donne deux exemples. Ce sont des anciens ambassadeurs de la République de France, mais ils sont devenus conseillers intimes de Paul Biya. C'est le cas de M. Yvon Omnes. Vous allez aller vérifier. Il a fait une bonne partie de sa carrière. Il a fini sa carrière d'ambassadeur de France. Il est devenu conseiller intime du président de la République. Et on peut établir des liens aussi intimes entre l'ancien ambassadeur Serre, ancien ambassadeur de France au Cameroun, et Paul. C'est-à-dire que ces gens-là, une fois qu'ils sont venus au Cameroun, ils ne partent plus. On les a affectés comme ambassadeurs. Eux, ils négocient leurs intérêts avec le président de la République. Et qu'ils finissent leur carrière d'ambassadeur, comme on dit chez nous, ils choukalent. Ils restent sur place. Ils deviennent conseillers du président de la République. Donc, vous voyez, il y a une confusion. Il y a un conflit d'intérêts de longue date entre les ambassadeurs de France au Cameroun et la présidence de la République du Cameroun. Ce monsieur Guillou vient confirmer une fois ce conflit d'intérêts. Ça, c'est la deuxième remarque que je voulais vous faire, pour que vous sachiez bien à qui nous avons affaire. Bon. Maintenant, nous allons nous intéresser à la pièce de théâtre ou au montage filmique que nous a offert le tragicomédien Christophe Guillou le 16 avril. Qu'est-ce qui nous permet de considérer que cet ambassadeur a joué un rôle flou, bizarre, louche et dangereux le 16 avril au Cameroun? D'abord, premièrement, je vous ai fait remarquer que ce monsieur il avait subi sans broncher les manifestations anti-françaises du régime Biya, ce qui voulait dire qu'il était déjà en complicité avec Paul Biya. Un ambassadeur français qui n'est pas complice du régime peut au moins exprimer une protestation. Quand les missions populaires, etc., sont encerclées, assaillies par la population locale, envoyées par le régime, il faut au moins qu'il y ait un communiqué de l'ambassadeur pour protester. Vous avez vu un communiqué de protestation de Guillou? Rien. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien dit.
Guillaume n'a rien dit. Ce qui veut dire qu'il était déjà, pour ainsi dire, embedded. Il était déjà mis au lit par le régime Biya. Deuxième remarque. Cet ambassadeur-là, il s'est levé de son consulat. Il s'est levé de son consulat de son ambassade pour aller à la rencontre de Biya. Nous dit-il. C'est lui qui nous le dit. Hein, et nous ne sommes pas obligés de le croire. Il n'est pas le bon Dieu. Et nous savons très bien maintenant qu'il n'est pas là du peuple camerounais. Il représente d'autres intérêts. Bien sûr, il a le droit de représenter les intérêts français. C'est son droit. Mais de là à vouloir tromper le Cameroun, voilà ce qui est inacceptable. Voilà un monsieur qui quitte l'ambassade, parce qu'il habite à l'ambassade. Hein. La résidence de France à Yaoundé, là. La résidence de l'ambassadeur est dedans. Hein. Il quitte là, de son lieu de travail. Il laisse tous ses collaborateurs. Il n'en prend pas un seul, en dehors du chauffeur. Déjà, ça, c'est un comportement. Il ne prévient pas son service de communication. Il ne dit à personne. Toute l'ambassade de France ne sait pas que l'ambassadeur est en train d'aller en rencontre officielle avec le président camerounais et que ça va finir dans les médias. Ce n'est pas pour vous. Eh bien, dans ce premier fait, comment je fais pour le vérifier? Moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, je vous ai fait écouter et j'ai mis à votre disposition un entretien que j'ai eu après avoir appelé personnellement le service politique de l'ambassade. Mais comme les gens pensent que nous avons fabriqué une fake conversation, mais je ne suis pas le seul à avoir appelé ce service. Je ne suis pas le seul à avoir appelé ce service. J'ai ici le témoignage d'une autre personne qui a appelé le même service. Attendez, je vais vous trouver ça. Un autre témoignage qui est très intéressant. Ce témoignage est un témoignage de quelqu'un d'autre. Qui est-il? Il est reporter au Huffington Post Afrique. Voici ce qu'il a écrit. Je vous lis ça rapidement. Diplomatie au cœur du pouvoir à Yaoundé. Que s'est-il exactement passé le 16 avril au Cameroun? Ça, c'est le Huffington Post. Hein. Ce n'est pas Franklin Nyamsi qui le dit. Une source FP contacte le service politique de l'ambassadeur de France 2 jours avant au sujet des articles de parution étaient prévus le lendemain dans le Washington Post et Le Monde, ayant trait à un constat de vague à la tête de l'État camerounais. L'ambassadeur en fait part à un proche du Sérail, ajoutant qu'il ne lui est pas possible d'infirmer quoi que ce soit, n'ayant aucune information sur le sujet. Il fallait donc faire une sortie publique au plus vite, au risque que les articles du Monde et du Washington Post soient relayés par le reste du pool Presse Afrique de Paris et Washington DC. Ça, c'est le premier paragraphe. Que nous apprend ici ce journaliste de Huffington Post Afrique? Il apprend que l'ambassadeur Christophe Guilloux a déjà dit à des journalistes de l'AFP, il avait déjà dit à travers le service politique, il avait déjà dit à des journalistes de Washington Post et indirectement à des journalistes du Monde qu'il n'avait aucune nouvelle de M. Paul Biya et qu'il ne savait pas si M. Paul Biya était vivant ou mort. 2 jours avant le avril, c'est-à-dire le 14 avril, il l'avait dit. Et il se serait rendu compte que ces journalistes allaient relayer cette information. Ces journalistes allaient faire le buzz avec cette information et dire nous tenons du service politique de l'ambassade de France qu'on ne sait pas où est Paul Biya, on ne sait pas si Paul Biya est vivant ou mort. Donc, dans cette situation-là, il risquait de se retrouver avec le fait d'avoir révélé un certain poteau rose ou quelque chose précipitamment. L'article continue. La diplomatie est un jeu d'équilibre constant et il était question de se racheter après la brouille créée par la sortie de Macron au salon de l'agriculture devant un activiste camerounais opposé au régime de Yaoundé. Ce matin-là, l'ambassadeur a été aperçu, mais n'avait aucune visite avec le président Biya dans son âme. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ambassade de France à Yaoundé, personne n'était au courant que ce type avait une rencontre avec le président Biya. Il n'était pas dans l'agenda. Lors de sa pause déjeuner, il est invité au palais de l'Unité, perché sur une colline du quartier Esdoudi. Donc, déjeuner, c'est-à-dire entre midi et 2.
Il fonce dans son 4x4 de marque japonaise avec son chauffeur. Aucun de ses collaborateurs n'était au courant. C'est une occasion unique de redorer le blason de la France après les vraies fausses manifestations récentes devant les consulats et ambassades français. Pas besoin de faire le point avec la cellule Afrique Quai d'Orsay. Joint au téléphone par plusieurs confrères, le service politique répond clairement que cet entretien ne peut être qu'un fake news. Ça, c'est un liste du Huffington Post qui vous le dit. Visiblement, seul l'ambassadeur et son interlocuteur ont arrangé la rencontre. L'ambassadeur n'a aucun document, n'est porteur d'aucun message du président Macron, n'a pris aucune note pendant l'entretien. La besogne semble désormais se poursuivre par des parades en continu sur la chaîne pro-gouvernementale CRTV les jours qui viennent. Tout porte à croire que l'invité du jour a permis au président Biya, depuis 30 jours, de faire acte de présence et ainsi repousser la possibilité de constat de la vacance de pouvoir initiée par le principal opposant camerounais Maurice Kamto. Le bureau du président de l'Assemblée nationale se refuse à tout commentaire pour l'instant. Ils ne veulent pas parler dedans, pour que leur nom ne reste pas. JF, reporter au Huffington Post Afrique. Donc, moi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, je ne suis pas le seul à avoir constaté l'étranger comportement de cet ambassadeur. Et je continue à vous dire pourquoi c'est étrange. D'abord, ce qui est étrange, c'est que quand le régime organise des manifestations contre l'ambassade, il ne dit rien. Il ne proteste pas. Ce qui peut laisser penser qu'il est complice. Parce qu'il a pris fait et cause pour le régime Biya, que peut-être il va manger derrière avec ce régime, comme ses prédécesseurs ont pu le faire. Eh bien, lui, les manifestations anti-françaises, ça ne lui inspire pas un communiqué, ça ne lui inspire pas une protestation, ça ne lui inspire pas une mise en garde. Par contre, lorsqu'il s'en va rencontrer Biya, il n'informe pas le personnel de l'ambassade. Aucun de ses collaborateurs n'est au courant. Vous imaginez, dans un pays menacé entre autres par un ambassadeur qui se déplace sans la moindre escorte, sans la moindre sécurité. Vous imaginez ça comme comportement? Il prend seulement son chauffeur et il s'en va. Déjà, ça indique un comportement louche. C'est-à-dire qu'il voulait cacher quelque chose au personnel classique de l'ambassade. C'est-à-dire qu'il allait pratiquer une diplomatie buissonnière. Je recommence. Le fait que cet ambassadeur n'est pas régulièrement formé tout le personnel attitré de son ambassade. Je dis le portier, hein, mais le service politique au moins doit savoir que l'ambassadeur a une audience. Le service de communication doit le savoir. Il semble que l'audience se passe entre midi et 2. Et c'est seulement à 17 h que la communication commence par la reproduction des tweets du service de communication de résidence du Cameroun. Bon, je reste encore sur ce point-là. Pourquoi il n'a pas informé ses collaborateurs? Parce que ce qu'il allait faire n'appartient pas à la diplomatie classique. Cet ambassadeur, le coup qu'il allait monter au palais de l'unité, n'était pas un coup de diplomatie classique. C'est quelque chose qui renvoyait à autre chose. Il allait faire quelque chose là-bas de pas très catholique. Et pour revenir à la distinction que je vous ai faite entre le théâtre classique et le théâtre baroque, hein, pour ceux qui connaissent le 17e siècle littéraire français comme moi, eh bien, le théâtre classique était déterminé par la fameuse règle des 3 unités. Une bonne pièce de théâtre était considérée sous Louis XIV comme avoir une unité de lieu, une unité de temps et une unité d'action. C'est-à-dire que ça se déroulait en un jour, de 24 heures, en continu. Ça se déroulait en une action qui est suivie de part et d'autre, c'est-à-dire que l'action n'est pas interrompue, c'est la même action d'un bout à l'autre de la pièce, d'accord? Et ça se déroule au même endroit, strictement au même endroit. Ce monsieur-là n'est pas allé nous jouer une pièce de théâtre classique, il est allé jouer une pièce de théâtre baroque. Dans le baroque, il n'y a pas d'unité de lieu, il n'y a pas d'unité de temps et il n'y a pas d'unité d'action. Le lieu, il est explosé en 1000 lieux possibles. L'action, elle est fragmentée en plusieurs actions combinées, déplacées, désynchronisées. Et puis, le temps est explosé. Ça se passe en plusieurs fois. Quelqu'un qui a une audience entre midi et 2. Et la première communication sur cette audience n'a lieu qu'après 17 h. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient pendant tout ce temps? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de monter? 4 heures de temps pour informer d'une audience entre lui et le président, alors qu'il est un ambassadeur officiel. Il n'est pas un diplomate officieux. Et le président est supposé être donc le président officiel.
Mais c'est grave. Ça, c'est le deuxième. Il va donc sur une communication et moi, j'ai un peu de communication. Et ceux d'entre vous qui n'ont pas écouté cela, qu'ils aillent sur ma page. J'ai mis à votre disposition l'entretien qu'il y a eu. Le service de communication, le service politique de l'ambassade m'a dit ceci. Nous ne sommes pas en mesure. Il était 17h40, donc 16h40 au Cameroun. Nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer, ni de près ni de loin, qu'il y a une telle. Et le monsieur du service politique est allé plus loin en me disant que ça doit être des fake news que les gens fabriquent et qu'ils publient comme ça. Nous, on ne peut pas vous donner une telle confirmation. Je ne suis au courant de rien de tel. Et le monsieur continue. Le monsieur dit au téléphone, vous n'êtes pas le premier à nous appeler. Beaucoup de gens nous ont appelés dans la journée. J'ai toujours dit que nous sommes au courant de rien. Nous, on ne sait pas. Ici, à l'ambassade, nous n'avons aucune information. Donc, moi, Franklin Yamsi Wakamourou, j'atteste. Et heureusement, j'ai eu la présence d'esprit d'enregistrer cette conversation. Parce que je savais que ce serait une conversation qui serait une pièce à conviction décisive. Que le service de communication, le service politique de l'ambassade de France à Yaoundé ne savait rien de ce que l'ambassadeur avait comme activité à la présidence de la République du Cameroun, ce qui est pourtant sa principale activité. Et il y est allé, collaborateur, seulement avec son chauffeur, au risque même de sa propre sécurité. Est-ce ainsi qu'on se comporte? Troisième chose, il y est allé sans que la presse internationale ne le sache. Et surtout que la presse internationale soit là-bas. Ils ont tout fait pour que Reuters ne pouvait pas. À Yaoundé, ne pouvait pas aller. Non. Attendez, à Reuters, ils ont des masques. Hein. Et ils savent se mettre à 1 mètre de distanciation pour faire l'interview. Donc ce n'est pas un problème de Covid. Ils ont tout fait pour que la presse internationale ne témoigne. Donc, AFP n'y est pas allé. RFI même n'y était pas. Ils ont un correspondant à Yaoundé, il n'y était pas. France 24 n'y était pas. Vision 4, leur propre chaîne qu'on trouvait, n'y était pas. Ils ont trié sur le volet et réservé exclusivement au service de communication de la présidence de la République et à quelques individus qu'on trouvait dans la CRTV, eh bien, scoop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à cacher. Si M. Biya voulait faire, pour ainsi dire, une apparition publique, une vraie apparition, M. Biya, à l'occasion de la venue de cet ambassadeur, aurait convoqué, aurait laissé venir la presse internationale, 1 mètre de distance, chacun aurait posé les questions qu'il va à M. Guillou. Mieux encore, M. Biya se serait même brièvement présenté devant cette presse internationale, cette presse nationale, pour que celle-ci le voie. Non. Ce qu'il a choisi, le service de communication de M. Biya a choisi d'introniser, en fait, M. Guillou, responsable du service de communication de la présidence de la République du Cameroun. Bon, donc la presse internationale n'en sait rien. Vous avez écouté le témoignage de ce journaliste de Huffington Post. Et il y a un bel article qui se trouve sur le site Washington Post à Washington. Et l'article s'intitule Mr. President, do you exist? Monsieur le Président, existez-vous? Vous voyez qu'aux États-Unis, eux, ils se posent la même question que nous. Est-ce que ce monsieur existe? Everywhere through the world, all the presidents have been personally talking and they have been involved in the coronavirus crisis. In Cameroon, there is a problem. The president has disappeared. The president is invisible. C'est ce que Washington Post écrit. Parce qu'ils ont essayé d'accéder à l'information et la présidence de la République du Cameroun, tout comme monsieur l'ambassadeur Christophe Guillou, ont blackout total sur la publicité, sur l'ouverture de l'information. Troisième élément troublant. Ce monsieur est allé à la rencontre le 16 avril avec le même vêtement qu'il portait 1 mois plus tôt. C'est même bizarre. Pourquoi monsieur s'habille exactement avec la même veste qu'il portait 1 mois plus tôt, le 5 mars par là? Et pourquoi Biya est habillé de la même veste qu'il portait 1 mois plus tôt, c'est-à-dire environ vers le 5 mars, lorsqu'ils se sont rencontrés? C'est bizarre quand on regarde la séquence vidéo
de 3 minutes. Ils sont habillés pareil. Je continue, hein. C'est très bizarre. Quatrième bizarrerie dans cette... Mais le monsieur est le seul témoin. Le seul témoin de la rencontre avec Paul Biya est un Français. C'est un diplomate français qui s'appelle Christophe Guillou. Donc, Christophe Guillou devient celui qui est chargé d'attester au peuple camerounais que celui qui est supposé être son président de la République est bien vivant. C'est quand même bizarre qu'un président qui veut donner signe de vie s'adresse à l'ambassadeur d'un pays étranger pour que celui-ci parle et dise à son peuple et au reste du monde qu'il est bel et bien vivant. Est-ce qu'un président vivant a d'autant de contorsions? Est-ce qu'un président capable d'exercer ses fonctions a d'autant de complications pour parler à son peuple? Voilà ce que j'ai appelé la défaillance. Et là, je suis d'accord avec le président. Et voilà pourquoi, pour ma part, que Biya soit vivant ou mort, il faut faire constater sa vacance au peuple camerounais. Et il faut que le peuple camerounais prenne ses responsabilités. Il ne faut pas perdre le temps ici en argutie constitutionnelle. On a bien compris. Je vous ai expliqué les 4 schémas ici. La Constitution 1996 ne nous conduira pas à une solution de la crise politique camerounaise. Je continue les bizarreries. Quatrième point, le monsieur est devenu directeur de la communication de Paul Biya parce que vers 17h, il se met à recopier le tweet de la page de Paul Biya, sa page. Et à 17h, il se met à faire recopier les communiqués de la présidence de la République textuellement sur la page Facebook. Une bonne partie de la journée, là, on n'a pas communiqué sur cette affaire. Mais vous êtes allé chez quelqu'un depuis midi. Vous avez fait, mettons, vous dites que vous avez passé beaucoup de temps. Imaginons que c'est donc 1 heure. On dit beaucoup de temps, minimum 1 heure. De 40 minutes à 1 heure, c'est déjà beaucoup de temps. Plus de 30 minutes. Vous attendez 5 heures de temps pour communiquer là-dessus. Et quand il vous faut communiquer là-dessus, vous reproduisez platement les formulations utilisées par le service de communication de la présidence. Pourquoi M. Guillou a-t-il reproduit les formulations du service de communication? Parce qu'il est en complicité avec ce service-là, mais pas en complicité avec le sien. Je recommence. Pourquoi Guillou reproduit la dictée du service de communication de la présidence de la République du Cameroun? Parce que vous n'avez pas mobilisé le service de communication de l'ambassade. Ce service de communication de l'ambassade n'était pas dans le coup. Les collaborateurs de Guillou ne savent pas ce qu'il est allé faire là-bas. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont vu que du feu. Du coup, Guillou s'appuie sur le service de communication complice de la manœuvre. Puisque lui, il est un acteur, en réalité, le réalisateur est à Etoudi. Ils ont réalisé ça. En fait, Guillou est allé au palais d'Etoudi pour la suite des scènes d'un film monté et qu'il devait réaliser. C'est un acteur tragicomique. Pendant que le peuple camerounais pleure, pendant que le peuple camerounais se meurt, pendant que le peuple camerounais est exposé à la pandémie du Covid, à la misère quotidienne, et ce peuple-là se met même à désespérer de l'avenir, lui, il s'amuse à jouer des films. Il joue des films à Etoudi. Le tragicomédien, Guillou, il joue des films. Tellement tranquille, il joue des films. Il est content, il joue des films. Donc, alors, d'abord, il s'en va là-bas. Et il est le seul témoin, ça on l'a déjà dit. À un moment donné même, il se met à reproduire des tweets. C'est lui qui a donné l'information, selon laquelle il a rencontré Biya sur sa propre page. Il a reproduit l'information de Biya, du service de Biya, il a reproduit sur sa page, mais dès le lendemain, ils ont inventé ensemble là-bas au présidentiel. Ils ont envoyé ça à RFI. RFI le publie. Et puis, Guillou prend cela et reproduit sur sa page. Paul Biya fait une apparition à Yaoundé. Autrement dit, on se rend compte que le type, il est déterminé, il est à donner à Paul Biya une existence charnelle. Il est déterminé à donner à Paul Biya une incarnation. Il est décidé à donner à Paul Biya le souffle de vie, à dire que Paul Biya vit, Paul Biya existe, Paul Biya est actif, Paul Biya va bien. Mais Paul Biya n'est pas capable de le faire. Paul Biya est incapable d'une allocution de 3, 4, 5 pour dire aux Camerounais, parler aux Camerounais, bien en est-il incapable? S'il est vivant et relativement apte
à ne serait-ce que de la figuration. Il lui coûte quoi depuis un mois de s'adresser aux Camerounais? Il y a bien il a un problème. Peu importe, mais il a un gros problème. Si dans une période comme celle-ci, il est au monde le seul chef d'État à avoir ignoré son peuple, il a un gros problème. Même quand on a pris le pouvoir par coup d'État, même quand on a pris le pouvoir par la voie de la France-Afrique, il y a une petite considération qu'il faut avoir pour la population. Et donc, je continue. Ce monsieur, il est tellement rouillé, il est tellement à fond dans son truc, il écrit des tweets avec des fautes. Comment un ambassadeur de France au Cameroun peut se permettre d'écrire un tweet avec une faute flagrante? Le tweet que j'ai vu contenait une faute qu'on ne fait plus au CM2. C'est grave. Uniquement parce que le type est prêt de donner vie. C'est que lui, il est l'agent, il est la résurrecteur. Il est l'agent ressusciteur. C'est lui qui est chargé de la grande scène dans laquelle un certain Christ dit un jour, Lazare, lève-toi et marche. Donc Guillaume est allé au palais de l'unité et il a dit, Paul, lève-toi et marche. Le spectacle qu'on nous a offert, véritable tragicomédie. Je vais plus loin. Ce monsieur se substitue au gouvernement et au peuple camerounais pour parler du pays. Alors qu'on attend de voir les images du Premier ministre en train de tenir un conseil, le président de la République en train de tenir un conseil de gouvernement, un conseil des ministres, pardon, avec le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Ceci, c'était simplement en visioconférence comme on fait. Alors qu'on s'attend à cela, non. Ce qu'on voit, un ambassadeur de France vient nous dire qu'il a discuté des problèmes du Cameroun et de la France avec le président Biya, en l'absence du Premier ministre, en l'absence des membres du gouvernement, et qui vient en parler au peuple camerounais, se substituant ainsi au gouvernement camerounais et s'interposant ainsi entre le peuple camerounais et celui qui est le chef de facto du pays. Voilà ce qu'on a vu. Et voilà pourquoi, moi, intellectuellement, je ne suis pas convaincu par les images que j'ai vues hier. Les images que moi, en Kenyamsi ou Cameroun, j'ai vues hier, ne prouvent ni que Paul Biya est vivant, ni que je recommence. Les images que j'ai vues hier sont un montage. Et là, je donne le 8e argument. Il y a une continuité dans les images que nous avons vues. Quand vous regardez, vous avez une phase où il arrive de l'extérieur du palais présidentiel. Cette partie-là est manifestement continue. Il y a une unicité. Il y a une unicité dans cette partie-là. On voit le 4x4 arriver, se garer. On voit l'ambassadeur de France sortir de son véhicule et on voit quelqu'un qui l'accompagne pour entrer dans le palais présidentiel, le palais de l'unité. Cette phase-là, elle est difficilement contestable. D'ailleurs, je pense qu'il est surtout allé là-bas jouer cette scène-là. À partir du moment où le guide de M. Guillou et M. Guillou s'engouffrent à l'intérieur du palais présidentiel, l'unité de temps est cassée. On n'est plus le même temps. On les voit entrer dans un ascenseur. C'est pour monter, je crois. C'est tout. Et on ne sait plus ce qui se passe. Ensuite, il y a une deuxième scène. On en montre une où on voit le président Biya qui marche à petits pas pour se rapprocher de fauteuils, comme il marche à tous les coups pour accueillir tous ses invités. On le voit donc avancer à petits pas vers l'accueil de l'invité. Ça, c'est la deuxième séquence. Et cette séquence-là, elle ressemble à ne pas s'y tromper, ressemble tout naturellement à celle du 5 mars, où il recevait le même. Et c'est exactement le même salon. Et les pots de fleurs sont positionnés exactement pareil. Tout y est pareil qu'il y a un mois. Et puis, on a la deuxième scène, celle où on voit entrer l'ambassadeur Guillou avec son masque. Je suis prêt à parier qu'il entre donc avec son masque et il s'installe. Il est supposé donc s'installer à partir de là sur un fauteuil latéral pour commencer la conversation avec M. Biya. Mais les rares paroles qu'on entend sont les paroles qu'on a aussi entendues le 5 mars. Quand M. Biya dit sans doute, Monsieur l'ambassadeur, bienvenue à ces... Et quand
L'ambassadeur dit bonjour, monsieur le président, c'est tout. Il n'y a aucun propos circonstancié de l'un ou l'autre des deux hommes qui permettent de savoir qu'ils sont le 16 avril 2020. Les deux propos des deux hommes lors de cette séquence vidéo ne témoignent pas de l'unité de temps et de l'unité de lieu. Enfin, il y a la troisième scène, la quatrième scène, où le même individu, l'acteur principal finalement de cette journée du 16 avril, à savoir Christophe Guilloux ressort et va faire son petit numéro de conférence de presse qui reste personne. Ça n'intéresse personne, sa conférence de presse. D'autant plus que les idées qu'il évoque sont tellement générales et vagues. N'importe quel petit diplomate formé à la va-vite peut cette interview de presse et répondre aussi vaguement que lui. Ah, je suis venu naturellement dire que le peuple... Bon, ça on est habitué, c'est du parler diplomatique, mais il n'y a rien à apprendre de ce qu'il a dit. Rien à apprendre. Ça, c'était un texte rapide qu'il a dit comme ça pour habiter le moment. Donc, je me résume. Ce que moi, j'ai vu, en toute honnêteté, c'est un montage. Je le dis ce soir, nous sommes déjà le 18 avril en France et il est peut-être encore le 17 avril au Cameroun. Ce que moi, j'ai vu à la CRTV, ce que les gens, là, les sardinards utilisent, c'est un montage. Alors, bien sûr, tous les montages ne sont pas faux. Parce que, en fait, tout film est un montage, hein, puisqu'on fait une ici, on fait une autre scène là, on fait une autre scène là, on fait une autre scène là, puis on rassemble un film. Ça, c'est vrai. La plupart du temps, c'est un montage. La caméra ne filme pas en tout le temps. Mais je dis que c'est un montage au sens où il n'y a, dans ce que nous avons vu hier, aucun élément qui mène dans une unité de temps, une unité de lieu et une unité d'action, Paul Biya et M. Guillou. Ils ne sont jamais rassemblés dans le même espace, temps, action. Je vous mets au défi. Hein. Ils ne sont jamais rassemblés dans le même espace, temps, action. Parce qu'il aurait par exemple fallu que M. Biya dise « Ah, bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Les gens disent que je suis mort. J'espère que vous me voyez bien. Hein? Je suis là. Certes, je ne m'exprime pas beaucoup, mais je suis là. » Une phrase comme ça de Biya aurait créé l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'espace. Encore que les technologues des voix sont capables de vous fabriquer cette phrase hein, en utilisant le son de voix de Biya. Donc, on dit aussi ça. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ce qui vient derrière. Ils sont au travail. Connerie radio-télévisée est en train de devenir une boîte extraordinaire. C'est la boîte à miracles du Cameroun. Avant, les gars mentaient. Non, maintenant, ils créent. Ils inventent. Là, on est passé du mensonge à la création. C'est Hollywood. La CRTV, c'est devenu Biyawood. Biyawood. Avant, la Hollywood est en Californie là-bas. Hein? Mais il y a Biyawood. Les cinéastes sont au travail. Les médecins, les monteurs, les photoshopeurs, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Donc, nous sommes à l'époque où on ne croit plus parce qu'on a vu. On croit parce qu'on sait. C'est la science qui vérifie. Ce n'est plus la perception. Je recommence. Nous sommes à l'époque où on ne croit plus parce qu'on a vu. Parce que la télé la montre tout. On peut me montrer là maintenant, on dit que je suis tout nu. Je suis en train de un être humain. On peut fabriquer un film où moi, Franklin Yamsiwaka, on me montre que je suis en train de manger un être humain. Aujourd'hui, le cinéma, la technologie filmique a cette dimension. Donc attention à ce que ces gens vont vous sortir. Que c'est devenu des créateurs. Avant, c'était seulement des mensonges. Mais ils ont tellement menti. Bon, les Camerounais ne les plus. Donc maintenant, ils montrent. Mais ce qu'ils montrent, c'est du spectacle. Nous sommes dans ce que Roger Schwarzenberg appelait la politique spectacle. La politique spectacle. Voyez donc. Donc on a lourd. Ne prenez pas ce que vous voyez vrai. Prenez ce que vous savez, ce que vous connaissez, ce que vous avez vérifié par la critique, par la confrontation, par la comparaison. La vérité se trouve quelque part dans cette zone-là. Méfiez-vous du visible et de l'audible dans les dictatures et partout dans le monde.
Il y a toute une guerre qui a été déclenchée seulement avec une image. Colin Powell a ramassé un objet comme ça, à la face du monde. Il a dit, regardez, ça c'est la tête d'ogive nucléaire de Saddam Hussein. Regardez, vous avez bien vu, non? Tout le monde a vu, non? Voilà, ça c'est la tête d'ogive nucléaire de Saddam Hussein. Hein? Hein? Je peux me lever là et dire, voilà, ça c'est la bombe atomique. Ça c'est la bombe atomique que Momo Jean de Dieu voulait poser à Yaoundé. Regardez. Et tout le monde dit, non, on a vu. Non, on a vu. La guerre du Golfe a été déclenchée par une telle démonstration à l'ONU. Colin Powell a soulevé n'importe quel bout de fer. Il a dit que ça, c'était les ogives nucléaires de Saddam Hussein et qu'il fallait l'attaquer. Donc, méfiez-vous. Nous sommes au siècle de la politique spectaculaire et la politique scénarisée, la politique cinématographiée, la politique fiction, fictionnalisée et utilisée justement pour emberlificoter les peuples. Donc, voilà les raisons pour lesquelles moi, j'ai vu des gens qui ont précipité, d'autres dans mon inbox, d'autres dans les commentaires. Ouais, grand pauvre, faut laisser comme ça. Je ne laisse rien. J'ai quoi à perdre dedans? Puisque je vous ai déjà dit que la mort ou la vie de Biya ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que mon peuple s'éveille et que mon peuple participe à récupérer sa souveraineté. C'est tout ce qui m'intéresse. Tout ça, c'est des luttes d'étapes. Si des gens croient que Biya est mort et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça change quoi à votre vie? Vous croyez qu'il est mort et puis il est vivant. Ça change quoi à votre vie? Ça ne change rien. Ce qui changera à votre vie, c'est que Biya n'ait plus d'influence sur vos vies. C'est que le système Biya n'ait plus d'influence sur nos vies. C'est que le système Biya ne confisque plus le Cameroun. C'est que le peuple camerounais s'assume dans l'histoire. Voilà le changement qu'on veut. Donc, je dis que, et je conclus ainsi la deuxième partie de cette conférence, je ne crois pas en ce qu'on nous a montré hier. Ce n'est pas fiable. Je n'ai pas la preuve par ce qu'on nous a montré hier que M. Biya est formellement vivant. Je n'ai pas non plus la preuve qu'il est mort. Je n'ai aucune espèce de preuve. Et je considère, par conséquent, j'entre là dans la troisième partie. Quelles sont mes conclusions? Première conclusion, la vie ou la mort de Biya ne m'intéressant pas, qu'est-ce qui m'intéresse? Pour moi, la procédure de constatation de la défaillance et de la vacance doit se poursuivre. L'opposition camerounaise, le peuple camerounais doivent maintenir la pression pour constater la défaillance et la vacance de la présidence de la République et demander des assises nationales pour la refondation de la République. Ça, c'est la première réponse pour moi. Moi, je ne suis pas en train d'attendre la fumée blanche. Ah, il est mort. Oui, non, non. C'est un non-événement pour moi. La vie ou la mort de l'individu Biya ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la mort du système Biya. C'est la mort de la domination france-africaine au Cameroun. Et la communication et l'argumentation vers les Camerounais a toujours été dans cet axe. Pour ceux qui m'écoutent véritablement et qui me comprennent. On doit donc, en fait, constater que Biya est défaillant. On est le constater depuis des années. C'est dommage qu'on ait pris trop de temps, mais il faut que nous constations en tant que peuple camerounais, que le peuple camerounais tire les conséquences. On ne peut pas avoir à la tête un supposé Paul Biya, en fait, qui est habillé par une légion d'individus agissant à U et à dia en fonction d'intérêts contradictoires et dans lesquels le peuple camerounais est passé par perte et profit. On va continuer comme ça, il faut que ça s'arrête. Le pays doit être gouverné par des gens qu'il a choisis et des gens aptes à le gouverner. Donc pour moi, sur ce premier point-là, il ne faut surtout pas changer. Il faut maintenir que nous avons les preuves de faillance de M. Biya et que nous pensons que le peuple camerounais doit tirer la conséquence de la vacance de la présidence de la République et la nécessité de refonder la République. Parce que le conflit anglophone se poursuit. Entre-temps, la crise démocratique nationale s'aggrave. Les crises sanitaires, les crises économiques s'ajoutent dessus. Le pays est en train de partir à volo, il est en train de disparaître. Les gens ne voient pas parce qu'ils ne lisent pas la politique sur 5 ans, sur 10 ans. Le Cameroun est un processus de haïtisation. Donc si on est là en train d'attendre je ne sais quoi, eh bien le Cameroun, c'est comme une maison en ruine mais qui va s'écrouler sur nous. Nous prendrons les pots cassés. J'ai toujours dit, réveiller, que quand le régime tombera, il tombe du bon côté. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner dans sa chute, il faut les tomber.
Il ne va pas tomber comme ça. Si tombe, tu es dans une maison, tu apprends que la maison va tomber. Tu restes dans... Ou alors tu es à côté d'une maison, tu apprends qu'elle va tomber. Tu n'essayes pas de voir si ce n'est pas de ton côté qu'elle va tomber. Bon. Deuxième conséquence, le peuple camerounais doit s'organiser. D'abord, il y a une urgence. Pour faire face au Covid-19, nous devons poursuivre la mobilisation. Survie Cameroun Survival Initiative doit poursuivre. Nous devons aller d'ardard vers le million d'euros plus. Il faut continuer, car il s'agit d'une école de liberté. Pour nous-mêmes que nous le faisons. On ne fait pas pour Kamto. Ce n'est pas pour Kamto. Kamto peut s'acheter même sans, comment on appelle ça, sans masque et gel hydroalcoolique. Ce n'est pas pour Kamto que vous faites ça. On fait ça pour notre peuple. On fait ça pour notre pays natal. On fait ça pour nos frères et sœurs en unité qui, dans ce pays, n'ont pas les moyens de se protéger. C'est pas qu'on le fait. Donc, on ne va pas s'arrêter. Il y en a qui étaient découragés. Ouais, j'avais déjà cotisé et pensais que... Tu pensais que quoi? Tu penses quoi? Tu agis pour qui? Tu agis pour toi-même. Tu agis pour ton pays. Tu agis pour ta famille. Tu agis pour tes contemporains. Tu agis pour l'histoire. Donc, je dis que la mobilisation du Covid doit se poursuivre. Nous devons relever le défi que nous sommes lancés nous-mêmes. Deuxièmement, le peuple camerounais doit s'organiser pour bouter hors du pouvoir ce régime illégitime et illégal. Ce n'est pas la première fois que je le dis, hein. Mais maintenant, je passe à la vitesse supérieure. C'est dans ce cadre que j'ai commencé à édifier clairement le peuple camerounais sur l'organisation de l'appareil répressif de Biya. Je recommence. Je dis nous avons deux objectifs. À court terme, en tant que peuple camerounais, se sauver de la pandémie du Covid. Et pour cela, aller au bout de l'initiative de la CSI. Je disais que nous devons donner en marée haute et en marée basse. Quand on a un peu, on donne un peu. Quand on a beaucoup, on donne beaucoup. Je disais que moi, je donnerai plusieurs fois. Aller, retour, aller, retour. Dès que j'ai un peu, je donne. Qu'entre nous, du fond de son cœur, pour son pays, cet état d'esprit. On ne vous demande pas de vous ruiner. On vous demande de donner du fond du cœur, de donner ce que vous avez. Vous savez, donner du fond du cœur, ça permet de délivrer une énergie fondamentale pour lutter contre la peur, c'est l'amour. Quand on donne du fond du cœur, on reçoit en soi-même beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de fierté, et on commence véritablement à vivre la liberté. Être acteur de l'histoire de son pays, de l'histoire de ce monde. C'est une occasion, il faut continuer. Mais j'ai dit que, deuxièmement, l'objectif, à peine sorti de ce Covid-19, l'objectif camerounais, c'est de bouter hors du pouvoir ce régime illégitime et illégal. Pour cela, une révolution pacifique doit contraindre l'appareil répressif à concéder et à reconnaître la nécessité d'assises nationales de refondation de la République. Ce que j'ai dit, et j'ai toujours dit ça, j'ai dit ça depuis 20 ans. Je vais toujours dire, je vais argumenter que c'est ça la solution. Voilà donc pourquoi j'ai commencé à édifier le peuple camerounais sur l'organisation de l'appareil répressif de Biya. J'ai expliqué comment fonctionne la présidence. Je vais beaucoup expliquer la prochaine fois. Je vais beaucoup sur la notion de la présidence. Comme je vous ai dit que le nom de Biya, c'est une légion. Beaucoup qui sont en lui. Je vais vous expliquer. Les beaucoup qui sont en lui, là, et comment ils font. J'ai expliqué aujourd'hui les ministères qui sont directement contrôlés par la présidence, à savoir ministère de la Défense, ministère de l'administration territoriale, ministère des Relations extérieures, ministère de la Justice et ministère de l'économie et des finances. Ça, c'est directement contrôlé par la présidence là-bas. Bagarre terrible entre les différents démons qui habitent l'être Biya. Quand vous entendez Paul Biya, il y a beaucoup d'individus derrière qui grouillent, des reptiles qui s'affrontent, qui se mordent, qui s'entretuent même. Et tous se revendiquent de lui parce que chacun voudrait être calife à la place du calife. J'ai aussi dit que le pays, le Cameroun, c'était 5 grandes régions militaires. Il y a 5 grandes régions militaires.
basés à Douala, à Yaoundé, à, euh, à Garoua, à Bamenda et à Bertoua. Voilà les principales régions militaires du pays. J'ai aussi dit que les régions militaires sont accompagnées de légions de gendarmerie. C'est la gendarmerie qui couvre davantage le territoire. Et il y a donc aussi 5 grandes légions de gendarmerie. J'ai expliqué aujourd'hui aux Camerounais que dans toutes ces régions militaires, il y en a 3 qui sont très importantes, où il y a le plus grand nombre d'hommes et de moyens. La première région militaire, celle qui est basée à Yaoundé, elle a au moins, je ne sais pas, 10 bataillons. La deuxième région militaire, c'est celle qui est basée là. Et il y en a une troisième qui est en train de voir ses moyens militaires augmenter, c'est la 5e région militaire qui a été récemment créée, celle qui est basée à Bamenda et qui contrôle l'ouest-nord-ouest et une partie du sud-ouest. Il y a à côté de 4 bataillons d'élite, la garde présidentielle, le BIR, le bataillon de troupes aéroportées et relativement ce qu'on appelle la sécurité militaire, qui sont en réalité bien souvent aussi des gendarmes. Voilà l'organisation. Et toute cette organisation-là, on nous dit officiellement, ça fait 65 000 hommes. Mais quand on observe, ils sont 5 000. Ils sont 5 000. Et parmi les 25 000, peut-être qu'il y en a 20 000 aptes à être opérationnels. Parce que le régime s'arrange à grouper l'essentiel de ses moyens dans des zones où il a ses propres hommes de confiance. Car la véritable courroie de commandement, la courroie de commandement militaire qui fonctionne directement à la présidence de la République et qui est faite des individus qui seront bientôt convoqués dans les tribunaux pénaux internationaux pour tout ce qu'ils ont fait au nord-ouest et au sud-ouest et aussi pour les exactions commises dans le nord. Eh bien, vous avez Biya, quand il est éveillé, quand il n'est pas dans le coma ou quand il n'est pas mort. Vous avez tout de suite après le général René Meka, le chef d'état-major, général des armées. Vous avez tout de suite après le général Emmanuel Amougou, qui est le chef d'état-major particulier de M. Biya. Vous avez le général Valère Nka, qui est le quartier général, mais c'est lui qui commande maintenant la 5e région militaire. Et bien sûr, tous ces gens-là ont un médiateur. Quand Biya n'est pas là, c'est le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomou. Voilà la vraie courroie de répression organisée au Cameroun. Si vous y ajoutez le délégué chargé de la sûreté nationale, vous avez tout. Il faut que le peuple camerounais sache que ces gens-là commandent à tout vendre 20 000 personnes. Et que le peuple camerounais sache qu'il est composé de 25 millions d'hommes. C'est-à-dire que si ces gens commandent 20 à 25 000 personnes, il suffit qu'il y ait 2 500 000 Camerounais qui soient mobilisés pour que le principe du 1 contre 100 dont je vous ai parlé soit accompli. Autrement dit, une mobilisation de 10% du peuple camerounais peut débarrasser ce pays de ce régime criminel. Ce sera une révolution pacifique, c'est-à-dire non violente, ayant simplement pour but de paralyser l'appareil répressif, l'appareil d'État pour demander l'ouverture d'assises pacifiques, d'assises de dialogue national. C'est ce qui s'est fait efficacement partout ailleurs. Quand les citoyens ont bien compris qu'ils détenaient l'essentiel du pouvoir, quand le peuple a bien compris qu'il détenait l'essentiel du pouvoir, par cette terre, il l'a pris. Je suis en train donc de faire ce travail pour que les gens sachent réellement quel est le rapport de force. Le rapport de force est 10 fois en faveur du Cameroun. Je dis bien 10 fois en faveur du peuple camerounais. Le peuple camerounais est 10 fois plus puissant que cette armée. Au moins 10 fois. Parce que le peuple camerounais a 10 fois 2,5 millions d'hommes. Que cette armée en a 25 000. Déjà, avec ces 25 000 capables de combattre, elle serait incapable de combattre si elle
100 millions de Camerounais qui se mobilisent pour lui demander de cesser de tuer les Camerounais et l'empêcher d'opérer. Donc, moi, je ne me suis jamais forcé, je n'ai jamais passé mon temps à dormir sur la question de la vie ou la mort de Biya, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours travaillé, et cela depuis 20 ans, sur l'explication faite au peuple que c'est lui qui détient le pouvoir. Et que tant qu'il n'a pas pris conscience que ce sont les peuples qui rendent les républiques, une fois qu'ils ont pris conscience que le pouvoir émane d'eux, et que toutes les brutalités qu'ils subissent ne viennent que de leur mobilisation insuffisante, plus que les peuples de la terre entière l'ont compris, et ils se libèrent. Ils se libèrent. Donc j'insiste pour dire que si j'ai commencé à décrire l'appareil répressif du Cameroun, c'est pour éviter au Cameroun une nouvelle guerre civile. C'est pour que le peuple camerounais prenne lui-même la seule décision qui puisse le protéger d'une terrible guerre civile généralisée. La seule décision qui puisse le protéger de cela, c'est sa propre mobilisation massive et contraignante. Paralysant l'appareil répressif, paralysant l'appareil d'État, ridiculement incapable de cette satrapie et retrouvant à la face du monde sa dignité, la dignité volée au peuple camerounais. Oui, nous sommes le 18 avril 2020. Je vous parle depuis plus de 2 heures, je crois. 2h10 exactement. Et je vais vous dire que la France félicitera bientôt le peuple camerounais pour avoir accéléré sa propre histoire. La France, qui est une puissance politique extrêmement réaliste et pragmatique, une fois qu'elle aura vu que le peuple camerounais a pris conscience que c'est lui qui a la puissance, la France négociera ses intérêts au Cameroun avec les véritables représentants du peuple camerounais. Je vous cite le président Emmanuel Macron. Répondant à un militant africain en France, nous ne pouvons pas nous substituer aux peuples africains. C'est eux de changer leur régime. D'ailleurs, vous avez vu ce que j'ai dit. Quand le peuple rien s'est mobilisé, quand le peuple soudanais s'est mobilisé, vous avez vu ce qu'il a dit, le président François Hollande, quand le peuple burkinabé s'est mobilisé. Vous avez vu, quand le peuple malien s'était mobilisé, ce qu'avait dit le président Mitterrand. Je ne veux pas être accusé d'ingérence dans les affaires africaines. Ce sont les peuples qui doivent choisir leurs dirigeants. Ok, d'accord. Mais est-ce que les peuples africains ont bien compris cela? Que s'ils veulent avoir des interlocuteurs valables pour défendre leurs intérêts, il leur faut prendre le pouvoir et le donner dans des conditions démocratiques, transparentes, consensuelles, convaincantes. Est-ce que les peuples africains l'ont compris? Est-ce que le peuple camerounais l'a compris? Si le peuple camerounais l'a compris, il est immédiatement, ipso facto, un peuple libre. Je recommence. Si le peuple camerounais a bien compris ce que dit là Emmanuel Macron, il a bien compris ce que c'est qu'être un peuple libre. C'est-à-dire prendre conscience que par la force du nombre et de la qualité, une minorité médiocre comme le régime RDPC de Paul Barthélémy Biya ne tient pas un jour. Donc je dis bien, voici l'échelle de nos priorités. Nos urgences, c'est la pandémie du Covid, la pandémie du Covid-19. Nous devons y faire face. Il nous faut aller au bout de solidarité, aller au bout de cette idée originale que le président Kamto a eue de provoquer une insurrection morale du peuple camerounais, un réveil moral du peuple camerounais, par la convention du sentiment d'amour, de générosité, de solidarité, de fraternité vraie, le sentiment d'agir soi-même pour soi-même, de s'aider soi-même, car le ciel n'aide que ceux qui s'aident. Le ciel passe par la mobilisation de ta propre intelligence, mon frère et ma soeur, de manifester sur la terre. Le ciel passe par nous. C'est parce que les hommes hébergent le bien. C'est parce que les hommes hébergent la vertu, la justice, la beauté,
la vérité, qu'elle peut se manifester dans le monde et qu'elle peut apparaître dans des institutions et les rendre en retour heureux, libres, prospères. Donc voilà le sens de mon intervention. Je dis donc que la France félicitera bientôt le peuple camerounais. Et j'ai déjà rédigé le tweet d'Emmanuel Macron parce que je me style. Si c'est Emmanuel Macron qui est président, quand ça va arriver, il va aussi. Je salue la formidable mobilisation du peuple camerounais qui a décidé de prendre ses responsabilités dans l'histoire. La France, amie de longue date du peuple camerounais, se tiendra à côté des élites que les Camerounais se sont choisis pour poursuivre harmonieusement et dans le respect mutuel une coopération encore plus réussie. Donc, Yamé Faye, c'est pas comme ça qu'il parle. C'est pas comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle. Et donc, nous sommes parvenus au terme de cette vidéoconférence, chers amis. À tous ceux d'entre vous qui étaient dans une espèce de morgue, à tous ceux d'entre vous qui étaient dans une espèce de tristesse, de désespoir, ouais, dis donc, le tyran là encore vivant, ouais, on va faire comment? Même s'il était mort, tu serais toi qui penses comme ça. Vous coupez cette tristesse là rapidement et vous vous remettez au travail. Préservez vos énergies. Et les familles. Aidons les malades. Aidons-nous. Soutenons-nous. Tenons-nous la main dans la main pour refonder le Cameroun. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas habiter par les passions tristes que nous inoculent. Les rires de quelques paltots, quelques hurluberlus et quelques visigoths, des ostrogoths, des saltimbanques, sardinards, nourris à la bière, à l'huile, à la sardine frelatée. Des individus qui parcourent, qui sont réapparus, qui ont fait leur réapparition. Maintenant, qui viennent commenter. Hein, Niamsi, il faut demander pardon. Hein. Un intellectuel doit dire, je me suis trompé, il faut être honnête. Tu vois ça? Un petit démon vient sur ta page Facebook pour te demander d'être honnête envers un tyran. Papa Paul Biya, pardon. Ça ne peut être demandé que par un démon. Ce sont les petits démons du satrape, comment je les dirais même, les petits reptiliens, là, les reptilonites. Parce qu'il faut toujours que je laisse des mots comme ça pour que vous vous souveniez de comment il faut les appeler. Voilà un type qui abandonne un peuple depuis plusieurs années, il a abandonné un peuple. Et soyez polis, vous êtes tombés, avouez, hein. Professeur, vous avez perdu votre crédibilité, hein. Ouais. Quand les Toumboufs disent des choses comme ça, je ris moi. J'appelle mon fils aîné, puis on joue un ami ou un truc. Où je prends mon petit Théo, là, on va dehors faire les dribbles. Tellement les gars m'amusent au pays. J'ai vu des gens surgir. Il y a des gens qui avaient dit, il y a des militants du RDPC qui ne parlaient plus depuis au moins un an. Qui ne parlaient même plus depuis le 7 octobre 2008. Ils ne parlaient plus. Et puis ils ont voulu ouvrir la bouche. On vous a attrapé. Et vous êtes fini. J'en vois qui font une petite vidéo, ils ne savent pas que. Maurice Kamto, vous allez faire comment? Maurice Kamto, lui, ce n'est pas Légion. C'est le fils du peuple. Il est habité par le peuple camerounais. Le peuple camerounais est dans notre corps. Certains d'entre nous demandent d'où nous prenons toute cette énergie, mais c'est vous qui nous la donnez par votre amour, par votre affection, par votre fidélité. Donc, où est que le président Kamto est couché déprimé? Mais non, pas du tout. Il a fait ce qu'on appelle un coup de maître. Depuis 3 semaines, la pression que Maurice a mis sur ce gouvernement, vous ne sentez pas? On peut mettre un œuf dans leurs fesses. Tu prends un œuf, tu cherches n'importe qui dans ce gouvernement. Depuis que Maurice Kamto a mis le pied sur la terre, tu mets l'œuf cuit. 1-2 minutes, tu mets l'œuf dans leurs fesses, comme ça cuit. La moindre initiative de Kamto les rend fous. Regardez à Tanganji. Tanganji fait pitié. Et il va, on donne une taloche. On dit, va là-bas. Il va voir le ministre des Finances. Parce que le ministre des Finances lui répond, il le regarde. Il va là-bas, voir le ministre de la Justice. J'apprends que même les Saudis, mais c'est à Tanganji.
je prends pour qui là? Pourquoi ils nous font? Parce que comme toi fait un coup d'État. Le type fait ça, il fait son acte de solidarité. Ça fait quoi? Si les milliardaires camerounais, là, les grands milliardaires camerounais, là, sortez les carnets de chèques. Les grands riches du Cameroun, sortez les carnets de chèques. Attends, aidez la SCSI, parce que pour une fois, l'argent des Camerounais ne sera pas volé. Pour une fois. Hey, il est temps. Il était temps, pour une fois. Christian Pinoy Koka est à la gestion. L'argent du Camerounais ne va pas être volé. 5 francs ne va pas chercher son frère. Les milliardaires du Cameroun, donnez à quelqu'un qu'il mette là-bas. Si vous ne voulez pas que votre nom sorte, vous savez comment faire. Mettez. Tout ça, c'est pour le peuple. Si ça aide pour le Covid et que ça peut même rester, ça va aider pour le palu. Ça va peut-être payer des moustiquaires. Ça va peut-être offrir, je ne sais pas. Ça, c'est pour le peuple. C'est pour les Camerounais. Qui donnons là? On ne donne pas pour que les Camerounais, le peuple camerounais paye en retour des masques. Un petit don que je fais, c'est pas pour que le pays tout prenne encore l'argent dans ce don pour me payer. Non, moi je peux payer. Donnons. Maurice Kamto a donc posé des actes stratégiques profonds. 1. Il a défait ce gouvernement le 7 octobre. La toute défaite. Je ne vais pas vous refaire une nouvelle conférence. Pilote l'agenda politique au Cameroun. C'est Kamto qui donne le rythme. Vous n'avez pas remarqué, le gouvernement court derrière lui. Kamto, il est encore où? Le gouvernement est derrière lui. Même quand il dit rien, le gouvernement interprète ses silences. Vous pensez que le film monté hier par Guillou et les services de communication de la présidence, c'est pour répondre à qui? C'est pour répondre à qui? C'est pour répondre au président élu, Maurice Kamto. C'est à qui? C'est ça qu'on appelle un grand type. Un grand type, c'est quelqu'un qui ses adversaires à lui répondre. Ouais. N'est-ce pas que Kamto, c'est un président d'un petit parti? Pourquoi ils répondent? Pourquoi ils ont fait tout ce film, tout ce montage, tout ce tapage qu'ils font là, comme ça? Si c'était un petit, on ne répond pas au petit. Il fallait rester dans ton... Il ne fallait même pas inventer votre film d'hier là. Des images brodées. Il y a des techniques qui sont en train de travailler sur les 2 minutes, 3 minutes. Ils vont vous révéler beaucoup d'autres choses. Moi, ça ne m'intéresse pas. Les détails techniques. La fraude à l'image. Beaucoup de techniciens ont vu ça. Les liens existent. Les gars ont commenté. Les Camerounais, il y a tellement de talent au Cameroun. Les gars ont lu. Il y a des ingénieurs qui sont venus me voir. Professeur, vos doutes sont sondés. Il s'agit de tâches. Je suis un son, je travaille là-dessus, maîtrise les choses. Professeur, c'est un montage. J'ai dit, peu importe. Dès lors que c'est cet ambassadeur qui s'interpose entre le peuple camerounais et celui qui est supposé être le chef d'État de facto, nous de dénoncer. Et nous continuer d'éveiller ce peuple pour qu'il se libère. Donc, ça lui fois de plus, ici, le génie politique du président Kamto. C'est lui qui met la cadence. C'est lui qui donne le rythme. C'est lui qui donne le là. D'accord? Et maintenant, tout le monde attend qui? C'est que le Cameroun attend qui? On n'attend plus les histoires de Paul Biya. Il peut même sortir là, faire un discours de 30 minutes. Ça n'intéresse plus le Cameroun. Vous savez qui le Cameroun attend? Il s'attend lui-même. Le peuple camerounais s'attend lui-même. Ceux qui sont aussi là pour dire, hein, on attend. Qu'est-ce que Kamto va dire maintenant? Mais le président Kamto va parler, mais il va parler après vous avoir écouté. Peuple camerounais, c'est quoi? Nous voulons être libres, mais ensemble. Nous qui sommes là pour parler, pour animer le débat, on ne peut pas confisquer la parole. Parler aussi. Parler même d'abord. Parce que Vox Populi, Vox Dei. Donc le président Kamto est là en train de vous écouter. Parlez. Parlez. Ne vous rabougrissez pas. J'ai vu des gens, les épaules sont devenues petites, la tête est rentrée dedans, etc. Et c'est aussi une leçon pour ça. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Dès qu'il y a une opportunité, déjà vous êtes en train de dire. J'ai prévenu beaucoup. Beaucoup de mes proches
avec qui j'échange là, ce que je leur ai dit quand cette heure a commencé. Ne vous précipitez pas dans les rituels de fantomalisation de Biya. Pensez à ce qui va se passer. Donc que tout le monde se relève et que la marche se poursuive. Tel est le message de fraternité, le message d'amour, de courage, de vérité que je voulais adresser à chacun et à chacun d'entre vous. Que nul de ceux qui ont assisté à cette vidéoconférence n'en reparte avec la moindre tristesse. Laissez-vous habiter par la joie. Laissez-vous habiter par l'amour du pays. Laissez-vous habiter par une certaine patience qui est l'action des grandes œuvres. Mais armez-vous de courage. Armons-nous de courage. On a besoin de courage. Hein. Rien de grand ne s'est accompli en ce monde sans passion. Rien de grand. Il va falloir que nous soyons forts. Et nous serons forts grâce à l'énergie et l'intelligence. L'intelligence va vaincre l'ignorance et l'amour va vaincre. Mes chers amis, finissons donc avec la pyro. La pyro de Mbanga nous disait au début de cette conférence, Fogo Wo. Fogo Mawo, ça veut dire arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu as déjà tout dû dans ta vie, c'est ça que tu vas pleurer. Tu vas pleurer qui? Tu pleures même qui? Certains pleuraient, mais vous pleurez quoi? Ça ne change pas vos vies. Ce qui va changer vos vies, c'est qu'ensemble nous prenions la responsabilité de l'histoire de ce pays. Donc, écoutons la pyro pour ceux qui ont écrasé, une larme. Écoutons la pyro. Voilà, ça vient. Alors, très bien. On va la voir, la pyro, pour se séparer. Comme ça, je vais peut-être dire bonsoir à certains de vous, mes chers fidèles amis. Voilà. Thérèse New, tiens bon. Toi, Camerounais, on ne fait que commencer. Donc, il y a des moments où il faut écouter la musique. Hein? Merci à vous. Jules Nez, Christine Tamadjon, thank you very much. Didier Pérez Didier, Lauriane Ateba, mais le confinement, ce n'est pas mauvais, ça nous oblige à réfléchir et ça nous laisse le temps d'apprendre. Quand on en a quelques conditions, je comprends la chance de ceux qui n'ont pas les conditions du confinement. Merci Zadi Guy Noël. Merci. Bonsoir à tous. Luc Bouglobon, Serge Ndi, tenons bon. Alex Memoyi, Charles Como, Joël Ngamaleux. Merci. Emmanuel
Sivi Petsu et vive les combattants de la liberté au Togo. Je ne sais pas comment vous faites, mais la musique, la réflexion, la prière, la musique, la réflexion, la prière sont des aliments extraordinaires pour l'esprit. Portez-vous bien, chers amis. Bonne soirée. Merci à tous.